Bienvenue dans le 32e épisode de Radio VGL. Mon invité du jour est l'influenceur Nicolas Plasmondon. Dans cet épisode, nous sommes revenus ensemble sur son parcours dans la pub qui l'a mené à lancer son blog, puis à devenir Instagrammeur. Nous avons discuté librement, sans aucune coupure ni aucun montage, et c'est notre discussion qui vous est restituée ici dans cet épisode 5 de la saison 3. Je m'appelle Arnaud Chanteloup et vous êtes bien sur Radio VGL, le podcast de verygoodlord.com. Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler de Bucherer Paris, mon partenaire pour cette saison 3 de Radio VGL. Bucherer Paris, c'est un magasin d'horlogerie de 2200 m², c'est vraiment immense, qui regroupe 32 marques sur 3 étages au 12 boulevard des Capucines à Paris. La maison Bucherer propose des montres neuves, bien entendu, mais aussi une sélection de seconde main appelée CPO pour Certified Pre-Owned. Et si vous êtes passionné d'horlogerie comme moi, je vous invite vivement à aller y faire un tour. T'entends ou pas? Ok. On est parti sur un peu d'ASMR. Allez, faisons-nous plaisir, versons-nous un tout petit peu d'eau pour voir ce que ça fait. Et ce qui est ouf, c'est que ça marche super bien. Putain, j'adore. Mais le podcast commence, je te dis tout de suite. Il a déjà commencé. C'est vrai, il a déjà commencé. Ouais, non. Eh bien, il a déjà je suis ravi d'avoir commencé avec cette petite touche d'eau. Exactement. Bienvenue, Nicolas. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir sur ton podcast. Je t'en prie. C'est la première fois que je commence un podcast aussi, de manière aussi impromptue, aussi imprévisible. Eh bien, écoute, moi aussi. T'as fait beaucoup de podcasts? C'est mon 4e, je crois. Je t'ai pas souvent écouté alors. Ouais. Je suis pas un très bon... Après, on passe tellement de temps ensemble que globalement, tu t'apprendrais pas grand-chose. J'en ai peut-être marre de t'écouter. Tu devrais, je t'enverrai les liens. Ouais. Tu dois avoir 5 ou 6 heures d'écoute, donc profites-en. Écoute, dans mes petits trajets automobiles, je pense que je vais avoir du temps pour sur ton vélo avec ton enceinte. Exactement. Attends, je vais boire en même temps. Je me suis renversé de... Voilà, on fait de l'ASMR. Bienvenue sur Radio ASMR. Écoute, merci de m'accueillir chez toi. Avec grand plaisir. Je suis bien installé sur ton canapé. J'espère que tu es toi-même bien installé. Toujours. On va parler de toi pendant ces prochaines minutes, ces prochaines dizaines de minutes. De toute façon, tu sais en quoi ça consiste. Je connais un petit peu le concept. Ouais. Tu connais le concept. Donc, vas-y, raconte-moi un petit peu d'où tu viens. Nicolas Plasmondon, a.k.a. le petit français sur Instagram. Ouais, voilà, totalement. Voilà, un jeune entrepreneur dynamique. Créateur de contenu depuis... j'ai commencé avec le blog il y a plus de 10 ans, quand un prof en école de commerce t'a sorti à ma classe « Créez-vous un blog, parlez de ce que vous aimez, peut-être qu'un jour ça vous servira ». Globalement, il s'était pas trompé, puisque ça fait 10 ans que je fais ça et ça fait 6 ans que j'en vis. Donc plutôt cool, et ça m'a permis de trouver mes premiers travails en agence de pub, parce que j'ai un passif dans la publicité. Et puis nous, on se connaît depuis 5 ans. Facile. Ouais. Au moins 4 ou 5 ans. Et, je ne saurais pas dater. Ouais, moi non plus. Ouais. J'aurais du mal. Moi, je pense 4-5 ans. On va essayer de retrouver des traces, mais c'était progressif, parce qu'on se rencontrait sur des événements dans lesquels on était invités. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, voilà, donc créateur de contenu avec 4 gros sujets qui sont l'horlogerie, les voitures, les voyages, la photographie, parce que je fais beaucoup de photos, et après, de manière globale, plus lifestyle, donc je parle de déco, de high-tech. Bientôt la maison. Et bientôt, je vais beaucoup parler de maison et de construction de maison, puisque c'est le prochain gros projet. Et donc, comment ça s'est passé alors quand tu as créé ton blog T'as créé ton blog. On t'a dit créer un blog, toi, tu crées un blog. Ouais, c'est ça. Bon, moi, on me dit les choses, je les fais, tu vois. On me dit saute d'un pont, je saute d'un pont. Moi, je vais vérifier avant si c'est faisable, mais globalement... Docile, dis-nous, c'est ouais, cool. mais en fait, le prof en question, en fait, était un mec qui arrivait de Paris, qui avait bossé pendant 20 ans dans l'industrie musicale, qui avait été... c'était un gars qui gérait, en fait, les groupes de musique et qui avait aidé les premiers groupes de musique de l'époque, mais on se parle d'énormes groupes mondialement connus, tu vois. Et c'est lui qui s'était occupé du développement sur le web de la popularité de ces groupes. Ouais. Et quand t'as un mec comme ça, quand t'as 20 ans, et qu'un mec comme ça te dit créez-vous un blog, parlez de ce que vous aimez, et ça peut vous servir pour choper des stages ou autre, tu l'écoutes, quoi. Tu vois, c'est clair. T'es étudiant, t'as du temps, tu t'en profites. Donc j'ai fait ça, et puis ça a bien marché. Tu venais d'où à la base quand t'es arrivé à Paris? J'arrivais de Bordeaux. J'ai fait mon école de commerce à Bordeaux, mais j'ai pas mal bougé quand j'étais plus jeune, parce qu'en fait je suis né à Tours.
Le fun fact, Arnaud, c'est qu'on est né dans la même maternité à Tours. Exactement. La clinique du parc. À la clinique du parc, dédicace. Dédicace à tous les bébés de l'usine à bébés. Ah mais attends, mais j'ai rencontré quelqu'un la semaine dernière qui était né aussi à la clinique du parc. Ah ouais? Non mais mec, c'est... Bref. Non mais la clinique du parc a fait naître je pense des milliers de bébés. Et si t'es né dans les années 80 à Tours, t'es forcé né à la clinique du parc. Ah ouais, Forcément. Obligatoirement. Et donc du coup, je suis né à Tours, mais mes parents, mon père est de Bordeaux et ma mère est de Paris. D'accord. J'ai grandi à Tours jusqu'à la fin du collège où je suis parti en sport-études à Orléans. Okay. Donc j'ai vécu pendant 3 ans dans un lycée, dans un internat au lycée. Donc j'ai pas vraiment vu la ville d'Orléans parce que du coup j'avais pas le temps de sortir, j'avais pas le droit surtout. Et après je suis parti à Bordeaux pour faire mes études de commerce parce que mon père est retourné à Bordeaux entre temps, donc je l'ai suivi. Et puis Bordeaux. Qu'est-ce que tu faisais comme sport-études? J'ai fait de l'escrime. Donc je faisais de l'escrime, j'en ai fait pendant presque 20 ans. Ok. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, en fait, tout petit. L'histoire, elle est drôle. La manière dont j'ai voulu commencer l'escrime, c'est que j'ai vu ça à la télé quand j'avais 3 ans. T'as regardé Zorro? 3-4 ans. Bah, il y avait Zorro, mais il y avait surtout les JO de Barcelone en 92. Ah ouais. Donc, ouais, j'avais 3 ans et quelques, tu vois. Et je suis resté scotché devant la télé. On était en vacances avec mes parents à l'île de Groix, je crois, ou l'île de Ré, enfin, une des îles du coin. Okay. Et mes parents, j'étais scotché devant la télé, je voulais pas bouger. Mes parents ont voulu faire une balade en vélo. Et on est allé loin, tu vois, sur l'île et tout, vers la balade en vélo. Moi, je savais déjà à peu près en faire et tout. Et en fait, j'étais tellement pressé de rentrer que je suis rentré par la route la plus courte, là où mes parents n'ont pas pris du tout la route la plus courte. Ah ouais. Donc, ils ont passé 1h30 à me chercher en flippant de savoir où j'étais passé. Ouais, tu m'étonnes. Ce que je peux comprendre, sauf que quand ils sont arrivés à la maison apeurés, bah, ils m'ont vu devant la télé en train de regarder l'escrime. Le mec était déjà pas du tout excessif. Ouais, c'est ça, exactement. Donc du coup, ils se sont dit, bon, bah, quand t'auras l'âge, si tu veux commencer dans un club, on t'inscrira dans un club dès que t'auras l'âge. Donc j'ai commencé à 4 ans et demi, un peu plus d'un an après, j'ai commencé l'escrime dès que j'ai pu. Ah ouais, non. Ouais. Donc du coup, voilà. Et puis après, petit à petit, j'ai monté en niveau. T'as eu des titres? J'ai été vice-champion de France par équipe. Ok. En junior, donc du coup c'est la dernière catégorie avant la catégorie adulte, donc la catégorie la plus importante. Ok. Et après des petits résultats comme ça à droite à gauche, mais j'étais bon escrimeur, mais je faisais pas partie des meilleurs escrimeurs français. Ouais, c'était pas. Là où certains de mes potes encore aujourd'hui sont champions olympiques, champions du monde, double champion du monde, tu vois, des trucs comme ça quoi. Ouais. Des gens avec qui t'avais. Ouais, okay. Des gens avec qui tu t'entraînais. Alors avec qui je m'entraînais au fleuret à l'arme que je faisais, non. D'accord. Mais c'est des mecs avec qui j'étais en compète 3 week-ends sur 4 quoi. D'accord. Donc on se connaît tous très bien parce que forcément c'est un peu une petite famille. Et après sur les sabreurs avec qui vivaient avec moi, ouais, il y en a quelques-uns qui sont médaillés olympiques aujourd'hui. Tu regrettes pas? Non, pas du tout. En vrai, quand t'es sportif, quand t'es jeune, et même quand t'es sportif tout court, en fait, il y a un moment où t'arrives à ton plafond, tu vois. Et il y en a, naturellement, ils vont avoir un plafond beaucoup plus haut que le tien. Et ils vont être plus forts que toi. Et il faut juste réussir à l'accepter. Une fois que tu arrives à accepter ça et que tu te dis, j'arriverai pas à aller plus loin. Ouais, t'étais pas promu, promis à un gros niveau. Non, après, j'avais un T'étais bon, mais. J'étais bon, mais je faisais pas partie des derniers, des meilleurs, des bons pour aller plus loin, quoi. Et en fait, une fois que tu comprends ça, après, C'est cruel, le sport, un peu. C'est hyper cruel. Mais c'est un beau truc parce qu'en fait après tu passes à autre chose, tu vois. En gros pendant 15 ans, pendant plus de 10 ans l'escrime ça a été ma vie, je m'entraînais tous les soirs. Je faisais entre 12 et 15 heures d'escrime par semaine, tu vois, en comptant les compètes. Donc ça te prend un gros morceau de ta vie, tu vois. Et donc après, tu pars en école de commerce parce que tu te dis que justement, tu vas pas faire ça de ta vie. J'ai continué l'escrime quand j'étais en école de commerce. Okay. Donc j'ai continué au rythme au niveau. Donc je m'entraînais tous les jours. L'école était cool avec moi parce que quand j'avais des déplacements ou autres, ils m'excusaient de pas être là, tu vois. Donc c'était plutôt cool. C'est d'ailleurs quand j'étais en école de commerce que j'ai fait vice-champion de France par équipe. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai été vice-champion de France par équipe, j'ai perdu en finale contre un de mes meilleurs potes aujourd'hui. Ouais, Max que t'as vu à Vancouver, c'est lui qui avait gagné la finale face à moi. Ouais. Il faisait de l'escrime. Et lui, il faisait partie des 16 meilleurs français. Ah ouais. Ouais, tu vois. Donc, et du coup, lui, c'est pareil, il a tout arrêté. Ouais, il a tout arrêté aujourd'hui, complet. Et du coup, j'ai continué en école de commerce et quand j'ai fini l'école et que j'ai voulu commencer à bosser en agence de pub, j'ai arrêté. C'est quoi le plus dur dans l'escrime? Mentalement. C'est hyper dur mentalement comme sport parce qu'en fait. Pas physiquement? Si, physiquement c'est dur parce que c'est hyper cardio. Parce que c'est des efforts qui sont très courts et très 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 intenses parce qu'en fait. Petit fractionné. Dans un espace de temps de 15 secondes,
il faut que tu sois lucide sur tout ce que tu fais. Il Ouais. faut que ton corps puisse suivre ce que ta tête te dit. Et il faut que musculairement, tu arrives à suivre face à des fois des mecs qui sont bien plus costauds que toi ou bien plus physiques, bien plus imposants physiquement que toi. Donc Ouais. c'est un mix de tout ça en fait qui est hyper complexe Ok. et qui du coup te fatigue très très vite. Ok. Donc, voilà. Donc c'est ça, le mental. Ouais, beaucoup dans la tête, ouais. Parce que dès que tu commences à douter, tu commences à prendre cher à l'escrime. Ah ouais. Ouais, globalement. Ça se ressent tout de suite dans ton. Ça se ressent tout de suite. Dès que tu hésites sur un truc, ça se ressent. Il faut savoir, avant que l'arbitre te dise allez, il faut savoir ce que tu vas faire et. Enfin, la dinguerie que tu vas faire à l'adversaire, quoi. Est-ce que tu vas attaquer? Est-ce que tu vas défendre? Est-ce que tu vas vouloir feinter d'attaquer pour défendre? Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Quoi. C'est une vraie partie d'échec. Ah ouais. Ouais, vraiment. Il n'y a rien de. Comment dire, Enfin, le physique ne compte. Enfin, il compte, je veux dire, en termes d'endurance, comme tu dis. Ouais. Mais c'est pas le plus fort qui gagne, quoi. Non, c'est pas plus forcément le plus fort qui gagne, c'est vraiment le plus lent. Et puis en plus, après, t'as aussi les différences physiques qui font que. Ouais. Moi, tu vois, par exemple, j'ai grandi hyper tard. J'ai fait 1m60 jusqu'à mes 15 ans. Alors qu'à 15 ans, moi, j'avais déjà des assauts contre des mecs qui faisaient 1m95, 195 kilos. Les mecs, ils allongeaient le bras, je pouvais pas les toucher. Tu vois, donc il fallait que j'assure en arrivant à casser la distance pour que je sois trop près de lui pour qu'il puisse me toucher et que moi je puisse le toucher. C'est plein de choses comme ça. Ok. Et donc après tu bouges. Vas-y, bois ton café. Hein. On est à la maison. Je sais pas si c'est trop chaud ou pas, alors j'ai un peu peur. Tu vas voir, on est confortablement installé. J'espère que vous aussi vous êtes confortablement installé pour écouter ce podcast. Que le son vous plaît aussi, parce que j'ai du petit nouveau matos là qui vient d'arriver. Voilà, j'espère que ça vous plaira aussi. On continue sur quand tu es arrivé à Bordeaux. Tu connaissais pas la ville, donc? Non, je connaissais pas. Je connaissais la ville, mais rapidement, j'y étais déjà quand même beaucoup allé parce que mes grands-parents habitaient là-bas. Ah, ok. Les parents de mon père habitaient là-bas. D'accord. Mais par contre, oui, je suis arrivé. Quand je suis arrivé à l'école de commerce, je connaissais pas un chat. T'as fait quoi comme école? J'ai fait l'ISEG Bordeaux, et du coup. À chaque fois, je pose ces questions-là, mais j'y connais rien. C'est vrai. T'as fait quoi comme école? C'est genre. Il y a des gens qui se connaissent vraiment. C'est comme l'INSEC. Ok. Globalement, tu vois, l'INSEC, t'as dû entendre déjà. Je pense. Ouais, si, mais je veux pas dire si c'est bien. Parfois, il y a des noms qui sonnent bien, et en fait, non, c'est des vieilles écoles. T'apprends la même chose dans toutes les écoles. Après, c'est la renommée de l'école. Et puis, c'est surtout ce que t'en fais, tu vois. Moi, que j'ai fait l'ISEC ou pas, c'est les stages que tu fais à côté qui fait que. Je savais pas que justement que l'école de commerce pouvait te mener à faire de la pub. Je pense qu'il fallait faire un peu de la créa, enfin, tu vois, ou une école de design ou des choses comme ça. Ouais, après, il y a pas spécialement, vraiment... parce qu'en fait, moi, quand je suis rentré en agence de pub, j'étais plutôt sur le côté. En fait, je suis arrivé en agence de pub à un bon moment aussi. J'aimais la créa parce que du coup, j'en faisais avec le blog et compagnie. J'aimais le côté gestion de projet et surtout le côté stratégique. Donc, trouver les stratégies pour les publicités. D'accord. Et en fait, je suis rentré par ce biais-là dans une agence. Et puis un stage, 2 stages, 3 stages, et puis après... C'est un peu comme de l'escrime, en fait. Tu réfléchis à la parade qu'il va falloir faire pour atteindre... Ouais, c'est pour pouvoir parler d'alcool, par exemple, des choses comme ça. Non, ouais, mais c'est ça, en fait. Enfin, c'est éviter les problèmes et répondre à des questions toute la journée, quoi. C'est globalement ça. Donc Bordeaux, école de commerce, 5 ans, et puis... T'en as retenu quoi de cette école de commerce? La création du blog. Ouais. Je pense que si je dois retenir un truc, c'est vraiment ça qui m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui. Et après, t'es content d'avoir fait ça? Si tu devais le refaire aujourd'hui, tu le referais? Ouais. Franchement, il y a plein de gens qui... Moi, j'ai déjà entendu des gens, tu vois, de ma promo et tout, pas être content ou dire c'est vraiment nul et tout. Mais en fait, en cours, t'apprends les bases. Donc en fait, peu importe l'école, t'apprends à peu près les mêmes choses, tu vois. C'est juste l'intervenant qui change. Mais alors des fois, oui, t'as des intervenants incroyables qui viennent et tout, c'est hyper intéressant. Mais c'est ce que tu fais en dehors de l'école. Après, en fait, il faut continuer à parler de ce qui te passionne et de creuser sur des sujets qui te passionnent. Il ne faut pas faire que ton école, tu vois. Donc moi, à côté, j'avais l'escrime et le blog. Et en fait, du coup, ces 3 trucs-là font que j'ai rencontré des gens et puis tu as des occasions et puis machin et puis tu déroules sur des trucs. Et puis j'ai forcé parce que quand j'y étais, donc j'ai été diplômé en 2012. Donc en 2010 et quelques, j'ai commencé à chercher des stages en agence de pub, les premiers, tu vois. Mmh. Et les agences de pub connaissaient pas trop mon école parce que c'était pas une école pure publicitaire. Ouais. Et mais j'ai envoyé des centaines de CV. Ah ouais. Je l'ai harcelé, les agences. Un jour, il y a un mec qui m'a rappelé. C'est une histoire qui est cool. Un jour, il y a un mec qui m'a rappelé. Ça faisait genre 10 fois que je lui envoyais le mail avec ma candidature pour un stage. Et il me dit bon, monsieur Plasmondon, je vous rappelle parce que j'en ai marre de recevoir vos mails. Donc je vais vous faire passer un entretien.
parce que j'en ai marre que vous me spammiez, quoi. Je dis, bah oui, mais en même temps, vous me répondez pas. À un moment donné, si vous me répondez non, moi j'arrête de vous embêter, mais vous me répondez pas, donc je vous embête, quoi. Et j'ai passé un entretien. Bon, je l'ai pas eu, mais. Ah oui, le gars, il avait vraiment envie de plus t'entendre. Ouais, je pense qu'il avait vraiment plus envie de m'entendre. Ouais. Et bon, après, c'est pas grave parce que c'était une agence à Nantes et tout, donc c'était pas le truc qui me bottait le plus, mais du coup, tu vois, c'est que ça, quoi. Ouais, donc t'as postulé vraiment partout quand tu disais Nantes, Paris, au final. Je postulais dans les grosses agences de pub avec toutes les antennes qu'ils pouvaient avoir. Ok. Donc, je crois que c'était BBDO, je crois qu'il y avait une antenne à Nantes. Mais comment t'as découvert ça, ce milieu de la pub? En agence, enfin, en fait, à l'école de commerce, on commençait à connaître un peu les agences. On avait des intervenants qui avaient bossé dans les agences parisiennes et tout. Et donc, du coup, j'ai commencé à découvrir tout ça. Moi, j'ai toujours adoré regarder les publicités, les publicités sous un angle. Culture pub. Ouais. Tu regardais Culture Pub? Ouais, bien sûr, je regardais Culture Pub. Cool, toutes les pubs du Super Bowl, je les regarde depuis des années parce que je trouve qu'ils ont un parti pris créatif sur ces pubs-là qui est génial. C'est de la créa. Hein. Et en fait, c'est ça, les mecs, c'est ça aussi qui est fou, c'est que le consommateur attend une pub fun à regarder pour le Super Bowl, donc les mecs peuvent se permettre de faire des pubs fun, tu vois. Décalé. Alors que quand tu veux vendre tes tranches de jambon Huerta, c'est un peu plus chiant. Mais du coup, c'était ça qui me plaisait et j'ai commencé à connaître le nom des agences, à me renseigner et puis à découvrir de plus en plus, suivre des blogs à l'époque sur la communication. D'accord. Et du coup, voilà. C'était quoi comme blog à l'époque? Il y avait. C'est une bonne question, je me souviens plus des noms. Franchement, je me souviens plus des noms. Donc, je pourrais pas te dire. Mais il y avait pas mal de. Je t'en prie. Non, il y avait Buzz. Franchement, je sais plus. J'ai plus envie de dire des conneries. Donc voilà. Ok, donc après tu découvres ça, tu rentres en agence, donc au final... Je découvre ça, je finis par décrocher un stage en agence sur un domaine qui n'était pas mon domaine de prédilection. En fait, je rentre en tant que assistant chef de projet, donc en stage pendant 6 mois, dans une agence qui s'appelle Rosa Parks à l'époque, qui vient d'être créée, quand j'arrive, elle vient d'être créée par le groupe BETC. Donc BETC, c'est Air France, Evian... Des petites marques. Vraiment des petits trucs. Des startups. Lacoste, tu vois que des trucs, voilà. Et en fait, ils viennent d'être créés par BETC parce qu'ils viennent de remporter le budget Monoprix. D'accord. Et c'est pile l'année où ils sortent tout ce qui s'appelle en termes publicitaires les bayadères, donc les grands bandeaux avec juste du texte et les petits jeux de mots qu'on connaît de Monoprix. D'accord. Et je suis arrivé à ce moment-là. Et du coup, moi, je m'occupais avec ma chef de stage d'un magazine qui sortait tous les 3 mois. Et donc, du coup, j'ai appris à créer un magazine, donc avec tous les termes techniques de faire le chemin de fer, organiser les shooting mode, organiser les shooting accessoires, organiser les shooting food, sur tout ça. Et c'était hyper intéressant parce que c'était un premier pied en agence de pub. Et surtout, tu découvres comment tu fais des annonces de presse, plein de choses qui sont hyper intéressantes. On rencontrait des gens, on organisait des interviews avec des gens et tout. C'était vraiment hyper cool. Et ça, c'était Rosa Parks. Ça, c'était Rosa Parks. J'ai fait ça pendant 6 mois. Et l'expérience était franchement trop cool. Et puis surtout, je me suis retrouvé à bosser sur ce qui s'appelle des compétitions, donc des appels d'offres, avec la boss de l'agence de l'époque et ma chef de stage. Enfin, c'était hyper enrichissant pour moi. Franchement, j'ai adoré. Ouais, ça doit être dingue ça, parce que c'est un univers extrêmement concurrentiel finalement. Ouais, complet. Et puis d'avoir la chance d'être là, c'était trop cool. Là, je voyais sur Twitter récemment, mais je crois que c'est chez Marcel que tu as travaillé. Après, ouais. Ouais, il y avait le boss de Marcel qui Pascal. répondait à Pascal Nessim. Qui répondait à un tweet d'un journal qui disait genre le budget, je sais pas quoi, va être remis en jeu et tout ça. Et lui, il répond, non, on l'a déjà perdu depuis longtemps. Il dit on l'a déjà perdu depuis 3 mois, donc mais bon, voilà quoi. Je l'ai vu passer. T'es tout le temps en compétition contre d'autres agences en fait. Et ça dure combien de temps les contrats genre le contrat Monoprix, c'était combien de temps? Genre pour combien de temps C'était 10 ans, je crois, le premier contrat Monoprix. Ah ouais, 10 ans. Ouais, c'était énorme. Genre l'agence, elle a le contrat pendant 10 ans. Ouais. Ah ouais, ça laisse le temps de dérouler. Ça laisse le temps de dérouler, mais en fait, ça reste le temps de... En fait, en plus, à l'époque, c'était vraiment une refonte totale de toute la marque. Ouais, ok. Donc, c'était toute la charte, tout... Enfin, c'était une refonte globale de chez Global. Et après, ça dépend des clients, ça dépend du budget du client, ça dépend de pas mal de choses. Là, c'était sur 5 ou 10 ans, je crois. Ça doit être colossal, comme budget. C'était des millions d'euros par an. Ouais. En tout cas d'honoraires pour l'agence, parce qu'après en fait tu dispatches en deux, t'as les honoraires pour l'agence et t'as la partie création publicitaire, la prod, tout ce qui est prod et compagnie. Donc t'as un budget pour la prod globale dans l'année et t'as les honoraires pour l'agence dans lesquels tu dois tout dispatcher. Mais quand tu t'occupes d'une marque comme Monoprix, tu te rends pas compte de l'ampleur des choses qu'il y a à faire en fait.
On était, C'est colossal parce que on était 80 personnes à bosser que Ouais. pour ça. tu dois tout dispatcher parce que même si tu as un message, il faut le diviser en le site, les réseaux sociaux, les packaging, exactement. les machins, les Et trucs. t'as les packaging, t'as les PLV dans les magasins, Ouais, les PLV. t'as la pub dans tes magasins, Ouais. t'as la pub en dehors de tes magasins, C'est ça. t'as Tu dois les tout- abribus, t'as Et puis dans les magasins, t'as la caisse, t'as dessous la caisse, au-dessus de la caisse, sur le côté de la Ouais. caisse, machin. le petit séparateur de caisse. Ouais, c'est ça. Tiens, tu vois, moi j'ai fait des créas de Ah ouais, séparateurs ok. de caisse, tu vois, avec des pushs pour que les gens te suivent sur Instagram, par exemple. Ah, énorme. Tu vois, et donc du coup, c'est beaucoup de choses, et c'est surtout tout le temps. Parce que t'as tous les marronniers, donc la foire au vin, le blanc, la Saint-Valentin, la fête des mères, le machin, et du coup, toute l'année, elle est prise par tous ces trucs-là. Bon, après, ce qui est cool, c'est qu'en 10 ans, t'as quand même le temps de dérouler, t'as quand même le temps de voir venir. Exactement. Tu peux mettre en place une vraie stratégie et tout. Ça, c'est. Exactement. Toi, je pensais que c'était beaucoup plus court. Non, après ça dépend. Je te dis pareil, ça dépend vraiment des marques. Hein. Il y a des marques qui sont plus, Ouais. qui font des contrats plus courts que d'autres. Après aussi, il suffit que le directeur marketing change Ouais. et qu'il préfère l'agence d'à côté. Il peut très bien faire un appel d'offres et puis aller voir l'agence d'à côté pour payer moins cher. Et Ouais, mais si le contrat est signé. il y a toujours des non, tu sais. Ah ouais. Tu sais, dans des cas comme ça, les mecs ils trouvent toujours une astuce pour aller voir à côté si jamais, tu vois. Il y a toujours un truc, quoi. Là, donc t'es toujours un peu sur le qui-vive, quoi. Toujours. Mm. C'est ce qui fait qu'en fait, tu te retrouves à te taper. Quand t'es chef de projet, tu te retrouves à souvent te faire des horaires de fou furieux parce que. Ouais, c'était que, dur. Ouais. Là, en stage, ça allait. Parce que du coup, ma chef de stage, Caroline, elle s'appelait, était hyper cool. Caroline, comment Oh, j'ai perdu son nom de famille. C'est pas grave. Non. J'ai perdu son nom de famille. Mec, tu me demandes un truc il y a 11 ans. Allez, c'est vrai, t'as raison. Je vais faire un petit big up à Caroline. Ouais, j'avoue, Caroline, si tu m'écoutes, Ouais. je pense fort à toi. Et en fait, non, et elle me back-upait bien. Mais par contre, tu vois, j'y suis retourné. J'ai été embauché en CDI 2 ans après dans cette agence. En fait, l'histoire cool, c'est que en gros, je suis rentré à Bordeaux à la fin de mon stage pour faire ma 5e année d'études et chercher un stage en agence de pub à Bordeaux. Et je passe un entretien à Bordeaux dans une agence bordelaise avec la femme du professeur qui nous a dit de créer un blog que ça nous servirait. Ah ouais. Je pense que le soir au dîner, la femme de notre prof en a parlé avec son mari. Et le prof, le lendemain, me rappelle et me dit « Nico, signe pas à l'agence, je t'embauche moi pendant 1 an en stage Ah ouais. pour développer un site internet, pour aider les musiciens amateurs à se faire connaître grâce aux réseaux sociaux. » Énorme. Et du coup, j'ai signé avec lui. Donc j'ai bossé Et avec lui pendant 1 an. C'est énorme. Et ouais, c'était où ça? C'était à Bordeaux. À Bordeaux. Donc Ouais. t'es retourné à Bordeaux. Parce que mon école était à Bordeaux, donc Ouais. il fallait quand même que je fasse mon année à Bordeaux. Et ça m'arrangeait d'avoir le stage là-bas. Donc trop bien, j'ai fait mon année avec lui. J'ai appris plein de trucs. Ouais. Notamment C'est sur... là que t'as créé MySpace. C'est là que j'ai créé MySpace, ouais. Exactement. Bah, en fait, c'était un pote. Je lui ai donné l'idée et c'est vrai que je me suis occupé de l'UX. Et non, et du coup, j'ai bossé avec lui pendant 1 an et après, je suis retourné à Paris. Enfin, j'ai eu un entre-deux où je suis parti à l'étranger, mais en revenant à Paris parce que j'avais pas de boulot, tu vois, j'ai commencé à chercher du boulot. T'es parti où à l'étranger? Je suis parti vivre à New York. Ok. Parce que j'avais toujours rêvé de tester l'aventure aux États-Unis. Mhm. Et j'y étais jamais allé. Hein. Et en finissant l'école, j'ai dit à mes parents, voilà, je suis jamais parti en échange à l'étranger pendant l'école de commerce tout alors qu'il y avait des échanges parce que j'avais l'escrime, donc je voulais pas partir 6 mois, niquer ma saison et compagnie. Et ça restait toujours dans ta tête. Ouais, exactement. Et mes parents m'ont dit, bah écoute Nico, tu t'es plutôt bien débrouillé sur tes 5 années d'études, donc on te permet de partir 3 mois à l'étranger dans la ville où tu veux. Ah, cool. On t'aide financièrement. Tu cherches du taf. Si tu trouves, tu restes. Enfin, si tu trouves et que tu t'y plais, tu restes. Ouais. Si tu trouves pas et que tu t'y plais pas, bah tu rentres en France et puis tu cherches en France, quoi. Je suis parti. J'ai cherché du taf. Je n'en ai pas trouvé. Parce que je voulais bosser en agence de pub absolument à New York et j'ai pas réussi à choper de choses. Bah non, je venais d'une école qui était inconnue pour eux, j'avais même pas de réponse, quoi. Et du coup, je suis rentré en France et puis j'ai commencé à chercher du boulot en France. Donc t'es resté 3 mois à New York. Je suis resté 3 mois à New York, c'était incroyable. Ouais. Au final, l'expérience était humaine plus que professionnelle, mais c'était incroyable. Et puis tu prends une claque parce que la culture américaine est tellement différente de la culture française. T'apprends plein de choses, tu rencontres plein de gens du monde entier, des Américains, d'autres expats. C'était vraiment hyper cool. Et voilà, et je suis rentré en France, je cherchais du taf. Et puis un jour, il y a un mec qui bosse chez Rosa Parks qui m'appelle et qui me dit « Ouais, Nico, voilà, on cherche un nouveau CM pour s'occuper de toute la stratégie social média de Monoprix.
CM égale Community Manager. Community Manager, Donc, exactement. On cherche un nouveau Community Manager pour s'occuper de tous les réseaux sociaux de Monoprix et de leur stratégie. Un gestionnaire de réseaux sociaux. Exactement. Et du coup, on a pensé à toi parce que Caroline nous a dit que tu étais quand même assez calé sur le sujet et tout. Je te Caroline parle de comment ça. Je vais chercher, je vais te retrouver. Hein. Et du coup, j'ai dit oui. Enfin, genre, on m'appelle et on me propose un CDI. Je fais oui, go. Ah ouais, CDI direct. Ouais, sachant que c'était avec le mec qui m'appelle, c'était un mec que j'aimais pas trop. Okay. Et je savais que ça allait être moins de plus, hein, tu vois. Okay. La relation était un peu compliquée avec lui et c'était pas un mec hyper facile. Mais je me dis, vas-y. C'est une des plus belles agences de pub de Paris. À l'époque, c'était une des agences les plus. Tous les ans, c'était une des agences les plus primées. Elle faisait partie du top 3 des agences françaises les plus primées et tout. Et j'y vais, je fais 2-3 ans et je me casse et je change d'agence. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant entre 2 ans et demi, j'en ai chié, mais comme jamais. Ah ouais. Désolé pour les gros mots. C'est pas. Ce sera pas censuré. Tu ne serais pas démonétisé sur. Ok, ça va. Sur YouTube, ça va. Non, j'en ai vraiment. Ça a été très dur. C'était très, très, très dur. Et c'était. Le mec s'est fait alpaguer sur Balance Ton Agency plusieurs fois, bien. Tu vois, depuis. Okay. Genre, un mec sympa. Ouais, un mec bien. Mais bon. Écoute, ça m'a formé, ça m'a forgé le caractère, tu vois. Ça. Et en parallèle, on peut quand même s'éviter ça dans la vie, mais bon, voilà. Quand on s'en sort et que ça va. Des fois, t'as pas le choix, quoi. Tu courbes le dos et exactement. Voilà. Et du coup, après, j'ai été chez eux pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans. Ok. Et j'en ai eu marre, j'ai eu envie de bouger. Et j'avais le blog à côté qui commençait à grimper de plus en plus, donc je commençais à avoir des collabs avec des marques et tout. Ok. Et du coup, j'avais le taf en agence qui me prenait beaucoup de temps, le blog qui commençait à me prendre de plus en plus de temps. Et j'ai postulé chez Marcel. Ok. Marcel, agence du groupe Publicis. Marcel, qui est l'agence qui a fait notamment les pubs Oasis, hyper connue. Oasis avec les petits avec fruits les là. Fruits, exactement. Okay. Qui a fait Intermarché, les gros films Intermarché de l'époque qui avaient cartonné. Qui avait fait aussi une OP incroyable avec Dorcel, où tu avais accès au film Dorcel gratuitement si tu appuyais sur 4 touches de ton clavier en même temps, ce qui t'empêchait d'utiliser tes mains pour regarder le contenu. D'accord. Enfin, tu vois, des trucs hyper cool. Et du coup, moi, je suis arrivé chez Marcel avec Pascal Nessim, du coup, qui me recrute à l'époque. D'accord. Pareil, pour m'occuper de la stratégie social média de plein de marques là-bas. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans encore. Et je me suis occupé de plein de marques comme Renault, AXA, Groupama, Axe, et c'était toujours du social, du réseau toujours social. Du social. Ouais, okay. Il y avait souvent ça s'imbriquait dans d'autres trucs, donc souvent tu avais de la réflexion. Tu pousses c'est global. Social, c'est ça. Parle de tout ce qui est fait en amont. Exactement. Donc tu penses aussi à tu peux écrire des films publicitaires, tu peux avec les créatifs, tu fais plein de formats différents. D'accord. Mais ma partie, c'était vraiment là où j'étais vraiment expert, c'était pour faire toute la stratégie social média des marques. Donc tu vois, quand Groupama il vient te voir et qu'il te dit on veut refondre tout notre écosystème social média, comment on fait, qu'est-ce qu'on raconte d'intéressant pour que les gens aient un intérêt à nous suivre. Ouais. Enfin voilà, c'est des choses qui sont hyper intéressantes. Et c'était hyper cool. Et puis à côté, j'avais le blog qui continuait de monter. Ouais. Et puis un jour... le blog, donc tu commences en quelle année le blog autour de 2012 Je commence en fait, j'ouvre le blog Le Petit Français en 2010. Okay. Je le fais pendant 2-3 ans où je partageais des images que je trouvais sur internet, c'était vraiment de l'inspiration, c'était la grande époque Tumblr et tout. Ouais, Tumblr. Et en fait, surtout, c'était une époque où on pouvait difficilement se prendre en photo et le mettre après sur les réseaux sociaux parce que la connectivité avec les appareils photo était pas comme aujourd'hui. C'était un poil plus. Puis c'était plus complexe. Les appareils photo sur l'iPhone te permettaient pas de faire des photos incroyables. Tu vois, c'était tous ces trucs-là. Et fallait vraiment avoir. Le matos. Quelqu'un ou un photographe, photo, c'est ça exactement. Et en général, ceux qui ont commencé, ils avaient toujours quelqu'un. C'est ça. Où ils étaient bons en trépied, quoi. Exactement. Et j'ai arrêté pendant 2-3 ans le temps de. En fait, quand j'étais chez Rosa Parks, pendant 2 ans presque, j'ai pas eu le temps de le faire. Et t'étais sur quelle plateforme ? J'avais un blogueur à l'époque. Un blogueur, ok. Ouais, j'étais sur blogueur. Et après... Rosa Parks, ça t'a mangé ton temps. Ça a mangé mon temps. Et en fait, à un moment chez Rosa, je sentais que j'allais vriller. Et c'est là que j'ai rouvert le blog parce que je me suis dit non, il faut que je refasse un truc à côté. Et du coup, j'ai rouvert le blog en me mettant ce coup-là en avant parce que la technologie nous permettait de nous mettre plus facilement en avant et tout, en faisant des looks, des choses comme ça. Et c'est à partir de là que ça a recommencé. Donc c'était Est-ce que c'était pas plus ton envie que la technologie ? Les deux.
Ouais. Franchement, les deux. Et puis j'étais plus à l'aise avec moi-même aussi pour me mettre en avant, parce que se mettre en avant, c'est un délire, tu vois. Ouais, c'est un ouais, truc ouais. particulier. Et j'étais plus à l'aise avec moi-même pour me mettre en avant et tout. Au début, donc, quand j'ai commencé, je me mettais pas du tout en avant. Hein. moi, Et les premières photos, c'était dur. Hein. Les premiers looks, mais je te raconte même pas, c'était un délire, tu vois. Et du coup, voilà. Et puis petit à petit, c'était plus facile. Donc le blog, je l'ai vraiment repris en 2023, 2016. 2015, 2016. Et du coup, voilà. Et aujourd'hui, et puis, enfin, oui, Marcel, pardon. Pour finir chez Marcel, j'avais donc le blog et Marcel. Et à un moment donné, je pouvais plus monter en grade chez Marcel parce que c'était compliqué vu que j'avais le blog à côté. Non, je dirais pas Pascal. En gros, je pouvais devenir. Le next step, c'était de devenir head of social media de l'agence. Donc, c'était de devenir le directeur du pôle social media de l'agence, qui était un pôle qui avait 25 personnes. Ouais. Et en fait, moi, comment je l'ai vécu, c'est qu'à l'époque, mes deux boss du pôle sont partis et je me suis retrouvé à plus ou moins gérer avec un DGA le pôle pour éviter que les gens se cassent, que les démissions arrivent à l'appel et tout. Et je voulais le poste. Et on m'a dit, ouais, complet, ça peut le faire et tout machin. Sauf qu'en fait, on m'a demandé de recruter, on m'a demandé de valider un mec, mon entretien, et pour qu'un mois après, on me dise, non, en fait, le mec que tu as validé, c'est lui qui va prendre le poste, et puis toi, tu vas rester où t'es. Ça, c'est cool. Parce que tu comprends, ouais, c'est vachement bien. Parce que tu comprends, t'as le blog, nous, on a besoin d'un gars qui puisse être là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sauf que moi, c'est pas la manière dont je vois les choses, tu vois. Parce que t'en parlais à l'époque. Ouais, okay. Que j'avais le blog. C'était su, ouais. Ah ouais, bien sûr, avec Pascal Nessim, il était au courant. J'allais voir Pascal, je lui disais, écoute, Pascal, la semaine prochaine, je peux pas être là jeudi, vendredi parce que j'ai une OP. Ouais. Il me dit, ok, pas de problème, tu peux y aller, tu vois. Genre, c'était très pratique. On s'en servait tous les deux, en fait, parce que lui s'en servait auprès des marques pour dire qu'il y avait un influenceur qui travaillait chez lui. Donc, il s'y connaissait, donc on a l'expérience. Et puis, et puis surtout, j'avais beaucoup d'échanges avec lui, je m'entends très bien avec lui. J'avais beaucoup d'échanges avec lui qui permettaient de lui d'engranger des connaissances sur ce sujet-là. D'accord, tu vois, c'était hyper bien. Toi, t'avais les mains dans le dur, les mains dans le cambouis, et lui, il prenait il engrangeait les informations. Tu vois. Ouais, c'est vrai que c'était sur un milieu assez naissant à l'époque. Complet. Qui était en train de se créer, quoi. Complet. Donc, c'était hyper intéressant, et puis ça marchait en bonne intelligence, tu vois. Et en fait, du coup, on me dit, tu vas rester où t'es. Donc, je lui ai un peu mal pris. Je suis sorti du bureau, j'ai fait, j'ai deux choix. Soit je pose ma dème tout de suite, soit j'attends. Ouais. On m'avait promis une belle augmente en plus, tu vois, en même temps, pour pas que je parte. Ouais. Et je l'ai jamais eu avant que je parte. Hein, tu vois. T'es parti. Et j'ai attendu 5-6 mois de plus, tu vois, en me disant, vas-y, je vais attendre, je vais voir comment le blog se développe. Mais du coup, j'ai mis plus d'énergie à m'occuper de mon blog pendant ces 6 mois qu'à l'agence. Je faisais le strict minimum à l'agence, tu vois. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais vivre du blog, donc je suis parti. Ok. Et voilà. Et quand tu dis je me suis rendu compte que je pouvais vivre du blog, donc ça veut dire que à la base c'était pas du tout un objectif. Non. Ouais, vraiment. Non, quand j'ai créé, enfin tu vois, quand j'ai commencé à me mettre en avant, je savais déjà qu'on pouvait faire de l'argent avec, parce qu'en fait, il y a un autre truc qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai fini mon école de commerce, comme j'avais déjà créé le blog où je partageais des images et tout, j'avais déjà commencé à générer un peu de revenus avec ça à l'époque. D'accord. Parce que j'insérais des espaces de publicité dans le blog, parce qu'il y avait des marques qui me demandaient d'écrire des articles qui me rémunéraient un peu, mais ça faisait, je me faisais genre 100-150 euros par mois avec le blog. Ouais. C'était peanuts, tu vois, mais quand t'es étudiant et que tu te fais 150 euros en plus, t'es content. C'est trop bien, ça te permet de sortir le week-end. C'est le jeudi soir, ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, j'avais fait toute ma thèse de fin d'études sur la problématique que j'avais, c'était comment les blogueurs ont pris le pouvoir par rapport aux marques. D'accord. Le pouvoir en gros d'influence par rapport aux marques. Et tout mon truc était basé là-dessus, donc j'avais énormément étudié sur comment on fait pour monétiser un blog, comment on fait pour se mettre en avant, comment aujourd'hui les gens font plus confiance à nous, influenceurs, qu'à une marque qui te dit achète mon produit, il est bien. Parce que nous, on teste tellement de choses que, voilà, et on est pas tous, mais on est, pour ceux qui font bien leur taf, reconnus comme étant sérieux quand ils présentent un truc, quoi. Des gens de confiance, exactement. Et donc, du coup, j'avais appris sur tout ça. Et puis, quand je me suis rendu compte que je pouvais gagner ma vie et même du coup, mieux gagner ma vie que ce que j'étais payé en agence, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi je bosse en fait? Et je vais parler de ta vie personnelle, amoureuse, si tu me le permets. Mais tu sortais à l'époque, tu étais en couple à l'époque avec une blogueuse. Oui, en plus. Et ça t'a. Donc, qui s'appelle Margot, You Make Fashion. Et ça, à l'époque, ça t'a inspiré?
En fait, alors. Enfin, c'était avant, forcément, ça inspire. Je me souviens pas de la. En fait, non, c'était. J'ai relancé. En fait, j'étais en train de refaire le blog pour le relancer. J'étais déjà en train de le faire et tout machin. Et j'ai rencontré Margot. Elle était déjà dans les 10 meilleures. Enfin, tu vois, dans les 10 meilleures blogueuses en France. Voilà, les 10 plus grosses. C'est quelqu'un qui est très très suivi. Voilà, ouais, c'est ça, exactement. Qui a été une des pionnières du. Je pense que son blog a 15 ans. Ouais, elle doit avoir au moins 12 ans, ou 12 ou 14 ans. C'est une des pionnières de la blogosphère féminine qui était beaucoup plus dynamique que la masculine. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Bon, les femmes ont toujours eu beaucoup plus de poids sur les réseaux et sur les blogs que nous. Ouais, et puis elles sont beaucoup plus pionnières, beaucoup plus en avance. Tu vois. Ouais, c'est elles qui ont développé ce métier. Hein, c'est ça, ouais, nous on les a copiés. Hein. Ouais, complet. Clairement. Et on arrivait bien après, tu vois, genre, clairement. Et, mais ça t'a inspiré alors? En fait, ça m'aidait beaucoup. Parce que en fait, j'ai rencontré Margot vraiment au moment où j'étais en train de refaire le blog et que j'avais envie de refaire le blog. Et le fait qu'elle se mette en avant et qu'elle me montre comment faire et tout, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Ouais, d'accord. Ça m'a aidé à rencontrer les premières agences de relations presse. Ok. Et après, on avait une vraie volonté tous les deux, quand on était tous les deux, tu vois, on avait une vraie volonté de faire en sorte que je fasse mon truc de mon côté. Ok. Et je voulais pas être le mec de. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui, 2 ans après, en agence de relations presse, découvraient que j'étais en couple avec Margot, si tu veux. Ouais, elle a mis vachement de temps à te mettre dans une vidéo, dans un truc. Ouais, on voulait pas en fait. Ouais. On voulait pas, c'était pas notre délire, on voulait pas jouer la carte du couple. Et puis voilà, donc j'ai fait mon truc de mon côté, et puis j'ai grandi de mon côté avec mon univers à moi, surtout qu'on avait 2 univers très différents, tu vois. Ouais. Qu'ils le sont encore plus aujourd'hui, et on a vraiment pris deux chemins différents. Ouais, et à noter que vous n'êtes plus ensemble. On n'est plus ensemble, exactement. Et donc du coup voilà, et ça m'a beaucoup aidé sur l'organisation du travail, sur comment t'oses demander de l'argent aux marques quand on t'envoie un truc, quoi. Tu vois, ça c'est pareil, c'est tout con, mais les premières fois, tu flippes de demander 150 € pour un poste, quoi. Ouais. Sauf que c'est normal. Et ouais, ça m'a beaucoup aidé, et puis ça a continué de se développer. Et puis quand je me suis rendu compte que comme je te disais tout à l'heure, que je gagnais mieux ma vie avec le blog qu'avec toutes les contraintes de l'agence, j'ai dit go, quoi. Et comment ça s'est passé pour toi, tes premiers contrats? Genre justement quand t'arrives à passer ce cap. Moi j'ai retrouvé des mails récemment, Ah ouais, franchement j'ai rigolé, quoi. Faudrait que j'aille voir. Des petites factures, tu sais, vraiment, et c'est. Mais après voilà, c'était le début, quoi. Mais comment même pour les gens qui écoutent, tu vois, comment tu peux justifier, enfin comment t'arrives à justifier ça. Mais c'est même pas justifié parce que tu travailles pour quelqu'un, donc au final c'est même pas une justification, mais c'est plutôt toi comment tu l'as vécu à l'époque, quoi. C'est dur, moi je l'ai vécu plutôt naturellement parce qu'en fait, comme j'étais en agence de pub, je le faisais déjà. Ouais, tu vendais déjà de la pub. Je vendais déjà de la pub et de l'espace publicitaire, donc j'étais à l'aise avec le fait de présenter les chiffres, les statistiques et compagnie pour te prouver que derrière ça marchait. Donc en fait, je l'ai vécu assez naturellement, mais c'est vrai que après, vendre de la pub pour un tiers. Et même toi, c'était plutôt acheter de la pub pour un tiers et le mettre sur un média tiers ou le mettre sur des affichages, etc. Et après, vendre toi ta pub avec ta tronche, c'est toi qui dis genre acheter ça, on n'est pas sur le même domaine. Non, on est vraiment sur 2 choses différentes. Ouais, c'est vraiment très différent. La responsabilité, elle n'est pas la même, quoi. Enfin, non, tu vois, et le moment où tu cliques sur envoyer, enfin où tu cliques sur poster, tu vois, il y a un moment où tu mets en jeu alors sauf si tu n'en as rien à faire, et on a vu que énormément d'influenceurs n'avaient rien à faire, et malheureusement moi je le déplore et je vomis dessus. On empathie un peu vraiment, et je sais pas si on empathie, mais non, sur l'image globale de l'influence on empathie. Ouais, sur l'image globale. Après, personnellement, je pense que justement il y a une scission qui se fait entre le bien et le mal, entre les bons et les mauvais, et j'espère qu'on fait partie des bons, mais j'en doute pas d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est vraiment pas la même chose, quoi. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai que c'est pas la même chose, mais je sais pas, non, je l'ai vécu assez naturellement. Les premières fois, j'étais flippé de demander un cachet, tu vois, pour de la communication. Et puis après, en fait, c'est venu assez naturellement. Parce que c'est quand même du temps passé, donc en fait, t'es obligé de le facturer le temps passé, tu vois. Parce qu'à l'époque, on nous demandait beaucoup d'écrire des articles. Ouais. Quand t'écris un article, des fois, c'est une journée complète, tu vois. Le temps de faire les photos, d'écrire, de relire, de mettre en page, de poster et tout, de communiquer autour. Et en fait... même on se rend compte que, enfin, tu vois, je pense que tu vas être d'accord avec moi, on facturait pas grand chose par rapport à ce que la marque gagnait derrière, tu vois. Non, on se rendait pas compte à l'époque. Non, bien sûr. Et heureusement que ce métier continue de se professionnaliser tous les jours,
parce que c'est hyper intéressant de le voir grandir. On grandit en plein milieu du truc qui a été créé il y a 10 ans, quoi. T'as l'impression de créer ton propre métier? Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on fait. On crée notre propre métier. Petit à petit, tu vois, chaque jour, on se professionnalise un peu plus. Au fur et à mesure du temps, moi, j'ai commencé à faire des bilans à la fin des grosses OP dans un doc, comme je faisais en agence, en fait. Genre, je faisais mes bilans mensuels en agence. Là, c'était la même chose sur les OP, tu vois. Je faisais des bilans en fin d'OP où j'envoyais tout à la marque, comme ça, elle avait même pas à chercher les infos. C'était tout, c'était servi sur un plateau. On a commencé à voir une génération disparaître d'influenceurs. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ouais. Il y en a tu sens des gens avec qui on a travaillé, avec qui qu'on a côtoyé, qui sont un peu moins présents, tu vois, qui sont un peu sur la pente descendante, j'ai l'impression. Est-ce que tu penses que c'est ce que toi ce que t'as fait, ce que tu viens de dire par rapport au reporting, par rapport à la professionnalisation qui fait que t'es toujours là, ou c'est juste que t'as été constant et que... Je pense que c'est un mix de plein de trucs. Ouais. C'est du bon relationnel avec les marques et les agences avec qui tu travailles. C'est bien travailler aussi, tu vois, et puis bien présenter les produits, parce que des marques qui contactent un influenceur pour faire, je sais pas, un post Insta, un set de story, et que le mec fait un set de story, sauf que tu comprends pas du tout de quoi ça parle. Quand t'es le lecteur, tu comprends pas trop de quoi ça parle, quel est l'intérêt du produit et tout. Bah, la marque, elle est déçue, tu vois, alors que quand tu prends le temps de présenter le produit, de parler du truc et tout. Et puis surtout quand t'acceptes que des trucs qui te passionnent. Tu vois, nous deux, par exemple, on parle énormément de montres parce qu'on adore les montres. Et c'est ce qui fait que ça marche, parce qu'en fait, on est passionné par ce qu'on fait. Moi, il y a plein de gens, et je pense que toi, c'est pareil, qui m'écrivent et qui me disent ouais, j'aimais pas trop les montres, je m'en foutais. Mais ça m'intéresse quand t'en parles, parce que du coup, j'en découvre un peu plus, tu vois. Mon meilleur pote Charles, il s'en foutait des montres il y a 3 ans. Il s'est acheté sa première belle montre il y a 3 mois. En partie à cause de moi, parce qu'il s'intéresse au truc, parce qu'à force que j'en parle, quand on est ensemble, de le voir dans mes stories et tout, il s'y intéressait et s'y intéresse de plus en plus. Ouais. C'est un très bon exemple. Quand ton meilleur pote commence à s'intéresser à un sujet qui le passionnait pas. Ouais. Après, j'ai l'impression que tout le monde s'est un peu intéressé au monde ces derniers temps. De plus en plus, mais t'en as quand même qui s'en foutent. Ouais, après. Ouais, il y en a toujours. Tu vois, genre t'en as, ils te diront jamais de la vie je mettrai 4 000 € dans une montre. Ouais. Et je les comprends très bien, j'ai pas de souci avec ça, tu vois. Ouais, parce que c'est pas... Il y a des montres très bien à 400 €. Ouais, c'est clair. On a des bons exemples, hein, même à moins. Hein, la montre, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle sert pas à grand chose, quoi. Tu vois, elle sert moins qu'avant, clairement. Non, mais du coup, voilà, donc non, complètement. Il y a des mecs qui disparaissent un peu parce que c'est un mix de plein de choses, de pas forcément bien travailler, pas avoir le bon relationnel, s'en foutre un peu des trucs qu'ils acceptent. Ouais. Et puis ça ternit leur image au global, donc les marques les recontactent pas. Et toi, justement, quand tu dis s'en foutre de ce qu'ils acceptent, c'est quoi ton... Tu fais comment quand t'acceptes ou non? C'est quoi ton... alors, il y a deux options. Soit je connais déjà la marque et j'ai déjà mon avis sur la marque, donc soit j'aime pas. Donc déjà, ça fait un premier prisme de j'accepte ou j'accepte pas. Ouais. Si j'aime la marque, ça veut dire que je la cautionne, que j'aime bien les produits ou les services ou autres, donc je peux potentiellement y réfléchir pour voir ce qu'il faut faire avec eux. Et après, il y a l'option où je connais pas la marque. Et alors dans ce cas-là, le premier truc que je fais quand je reçois le mail, c'est je vais sur Internet, je tape le nom de la marque, je regarde ce qu'ils font sur leur site, et après je me renseigne à droite à gauche sur Internet. J'écris à mes potes autour de moi. Je t'écris à toi, je t'écris... Ouais, c'est vrai, j'avoue. J'écris à d'autres potes. Tu m'as écrit récemment sur une marque de fringues qui m'a dit, tiens, qu'est-ce que... Ouais, voilà, tu vois. Je sais que t'en as parlé. Ouais, c'est ça. T'en penses, exactement. Et c'est comme ça que je me fais mon idée du truc. Ouais. Après, tu testes, j'imagine. Après, je teste. Ouais. Dans le cas où j'envisage le truc, je teste. Et puis, si ça me plaît, j'en parle. Mais c'est déjà arrivé que j'ai des OP qui soient OK. Je reçois le produit, je me rends compte que le produit est nul. Je fais pas l'OP. Ouais. Tu refuses un cachet, tu vois, mais des fois ça peut te faire un peu mal de t'asseoir dessus, mais tu te dis clair. Non, en fait c'est pas possible. Genre une fois, je me rappelle, il y a une OP pour une montre, une marque haut de gamme, tu vois, une marque haut de gamme qui fait pas des montres à la base, qui fait d'autres produits, et qui me dit Nicolas, on va sortir une montre, on aimerait que t'en parles et tout machin. Je passe un deal avec eux et ils me font signer une NDA et ils veulent pas me montrer la montre avant. Ouais. Et j'ai accepté. Je reçois la montre, elle était affreuse. Ouais. Genre vraiment, il y avait rien qui allait, ça n'allait pas du tout, tu vois. Et en plus de ça, la marque était hyper chiante sur la validation des contenus et tout. Alors que j'avais dit en amont, genre je vous préviens, moi j'ai un compte lifestyle, donc je vais faire des photos plus globalement lifestyle et tout, mais vous allez pas avoir des gros focus de la montre, parce qu'il n'y avait pas encore les carousels à l'époque. Vous n'allez pas avoir de gros focus de la montre, c'est compliqué, ça va jamais marcher, ça n'engagera pas, ce sera nul, quoi. D'accord, pas de souci.
Sauf que au moment où j'ai reçu la montre, ils avaient aussi changé de discours. Ok. Donc en fait, la montre moche, plus le brief qui change, je suis bah vous savez quoi, reprenez la montre, moi je fais pas l'OP, tu vois. Et voilà, ça m'est arrivé quelques fois, depuis que je fais ça. Mais je préfère le faire comme ça plutôt que d'avoir à présenter le modèle et que ce soit nul et que ça marche pas, quoi. Ouais, pour toi, c'est ta responsabilité de pas. Bah ouais, aussi, ouais. C'est la confiance que les gens. Place en moi, c'est ça. Ouais. Ouais, je pense que tu fonctionnes exactement pareil. Hein. Ouais, je fonctionne pareil. J'ai pas mal de. Ouais. J'ai pas. En fait, c'est, tu vois, a posteriori. Tu te retournes sur ce que t'as fait et tu te dis, est-ce que vraiment il y a des trucs sur le. Tu vois, des trucs qui. T'as pas envie de revoir, quoi. Ouais, bah, Moi, arrive. franchement, le seul truc, et c'est pas. A posteriori, j'ai rien contre cette marque, mais c'est Daniel Wellington. T'as fait Daniel Wellington? Ouais, j'étais un des seuls à parler de la marque, d'avoir vraiment des contrats avec la marque et ça. Moi, j'étais pas uniquement. Oh là là. Et c'est le seul truc qui. Mais à l'époque, encore une fois, c'était même pas encore mon job, quoi. Donc c'est vrai que t'essayes de te lancer, machin. Donc aujourd'hui, je pense que tu as et j'ai la chance on a tous les deux la chance d'être capable de refuser un contrat, même à 5 chiffres, sans pour autant que ça a un impact sur tes revenus. Enfin voilà, tu peux le faire, quoi. Mais à l'époque, quand Daniel Wellington me proposait ça, c'est dur de refuser. Hein. C'était impossible, quoi. Je veux dire. Et puis surtout, ta connaissance en horlogerie n'était pas celle que tu as aujourd'hui. Exact. Ouais. Le marché était en train de, le marché de l'influence était en train de se créer, de Daniel Wellington, grandir. c'était une telle vague. Daniel Wellington, tout le monde en parlait partout. Donc forcément, tu vois, c'était des choses qui se comprennent après. Tu vois. Mais c'est bien que tu reconnaisses que aujourd'hui, tu le referais pas. Tu vois. Franchement, et c'est un des seuls trucs, tu vois. Genre vraiment, il n'y a pas grand-chose que je regrette et c'est ça. Alors attention, pour Daniel Wellington, on n'est pas en train de dire que c'est de la daube non plus. Tu vois, c'est juste un style de montre qui nous correspond pas et pour lequel on. Ouais, non, c'est même pas une question de style, c'est une question de qualité-prix. Ouais, quoi. de qualité-prix. C'est sûr qu'aujourd'hui, pour le prix que c'était vendu, enfin que c'est vendu, je sais pas comment ça fonctionne aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était, il y a des alternatives mécaniques, tu vois, qui sont. Ouais, c'est ça. C'est cher pour ce que t'achetais. Ouais, c'est clair. C'est tout. Mais bon, comme énormément de choses, hein, c'est clair. T'achètes une image. Ouais, exactement, t'achètes une image. Et ça a été un succès colossal, quoi. Ah bah. Félicitations d'ailleurs. Ouais, c'est clair. Mais non, du coup voilà. On a tous des petites histoires comme ça de marques avec lesquelles on a bossé, pour lesquelles on aurait pu ne pas. On se dit, on refera pas, tu vois. T'es obligé de faire des erreurs, c'est obligé. Ouais. Parce que ce que les gens voient, c'est, je sais pas, sur 10 OP qui vont voir passer sur nos comptes, nous derrière les propositions, ça veut dire qu'on en a eu au moins 70-80, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc ils voient pas les 60 aux OP que t'as refusé pour les 10 que t'as fait. Tu vois, et des fois, il y en a une qui passe au travers du gilet. Ouais. Et donc là, tu as vécu l'arrivée d'Instagram en France, quoi. Parce que bon, Instagram, c'est arrivé plutôt autour de 2015, 16 en France. Après, je parle vraiment du dur, tu vois, de l'influence. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois que c'était autour de 2012, ça a dû commencer Instagram. Ouais, moi c'est ça. Je crois que je me suis inscrit en 2011 ou 2012 sur la plateforme. Et après, vraiment, en termes d'utilisation, c'était plus autour de 2015, 2016, ouais, c'est ça, exactement. Moi, je me souviens, alors attends, j'étais chez Monop, du coup, je m'occupais de Monoprix, et on avait refondu la strat Instagram, je crois que c'était en 2012, 2013, 2014, peut-être en 2014, 2015. Et donc toi, comment tu prends le virage justement d'Instagram ? Parce que tu faisais des articles, donc t'écrivais. Ouais, j'écrivais. Donc là, soudainement, tu te mets à plus écrire. Je continue d'écrire en parallèle, en fait. Et Instagram n'est que la plateforme à côté. D'accord. Tu vois, sur lesquelles je fais le lien, je fais le pont, en fait. Instagram te permet de renvoyer les gens sur le blog. Ouais. Et puis Instagram prend de plus en plus de puissance avec le temps. Et petit à petit, moins écrire sur le blog parce que c'est moins lu, parce que c'est plus à la mode, parce que en fait la tendance a fait que t'es passé d'aller sur les blogs, de passer beaucoup de temps sur les blogs toute la journée à aller sur Instagram. Ouais. T'as plus besoin d'écrire un article pour présenter un look. Tu mets ton look sur Instagram et ça suffit largement, tu vois. Et du coup, j'ai évolué dans ce sens-là. Et puis j'ai fait de plus en plus de contenu sur Instagram et puis voilà. Ouais.
Et ça, c'était... Toi, c'était naturel, quoi. Tu t'es Ouais, pas ça senti... fait non, ça s'est Ouais. fait naturellement. Surtout que j'aimais la photo déjà, donc Ouais. je découvrais, enfin, j'aimais la photo, je savais déjà un petit peu en faire, et j'ai continué d'apprendre avec le développement Instagram. Donc le développement Instagram m'a aussi permis de m'améliorer en photo, parce qu'il fallait être bon en photo pour être sur Instagram, tu vois. Ouais. Donc du coup, ça m'a permis d'avoir le niveau de photo que j'ai aujourd'hui, tu vois. Ouais, t'as un bon niveau. Ouais, j'essaye. Non, mais tu vois, d'avoir nos connaissances photographiques d'aujourd'hui, on s'est shooté n'importe quoi, n'importe quand, qu'il fasse bien lumineux, qu'il fasse sombre. On sait comment régler nos appareils pour avoir le bon cliché, quoi. Après, voilà, c'est une énorme partie de ce que tu fais, de ce qu'on fait, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Enfin, je veux dire, prendre des photos de choses et de les mettre sur les réseaux, c'est... Exactement. Et puis moi, j'adore faire de la photo, surtout quand je voyage. Tu prends de la photo au bon moment, être suffisamment discret, pour des fois pas que les gens voient et reste le plus naturel possible. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Donc après, quand tu quittes ton job et tu te mets à lancer justement, tu te mets à lancer à fond ton blog, ton Instagram, etc., tout de suite, les axes que tu m'as cités tout à l'heure, voiture, voyage, nourriture, globalement, ouais. Tout de suite, ces axes-là étaient assez nets, assez définis, ça n'a pas trop bougé? Non, ça n'a pas trop bougé, globalement, ouais. Après, j'avais plus de sport à l'époque. Ok. Je jouais pas mal au foot et tout, donc j'avais beaucoup de choses avec Nike, qui faisait pas mal d'events et tout. Donc je faisais pas mal de choses avec eux. Et, mais en fait, j'ai un peu délaissé au fur et à mesure, c'était un peu plus dur à présenter et compagnie. Donc du coup, il y a C3PO qui est... Oui, je sais. C3PO, ce sera 2 cafés s'il te plaît sans sucre. Merci. Je sais pas si on l'entend, C3PO. Je sais pas du tout. Et du coup, en fait, j'ai perdu le fil où j'en étais à cause de C3PO. Tu disais, tu faisais pas mal de sport. Oui, je faisais pas mal de sport et en fait après j'ai continué à faire beaucoup de sport mais en parlant un tout petit peu moins ou tu vois voilà et en fait surtout j'ai commencé à beaucoup voyager quand j'ai pu le blog, enfin quand j'ai pu le post chez Marcel. J'ai commencé à beaucoup voyager, je passais presque 6 mois de l'année pas à Paris. Ok. Du coup, c'était compliqué de faire les trucs de sport en même temps que de voyager. Enfin, tu vois, ça faisait beaucoup. Et en fait, les voyages a pris un gros tournant là-dessus, que je faisais des articles sur pratiquement tous mes voyages. Ah ouais, ok. Et ça aussi, ça prend énormément de temps. Et voilà. Et puis après, ça, au fur et à mesure, ça s'est étoffé. Et puis aussi, avec comme on évolue, tu vois, genre, on découvre de nouvelles passions, des nouveaux trucs. Et puis, du coup, on s'y intéresse. Donc, on en parle plus qu'avant. On délaisse un autre sujet un peu plus. C'est aussi comme ça que ça marche, tu vois. On est des personnes... Enfin, toute personne normalement constituée fonctionne comme ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Et donc après, tu te lances dans le voyage. C'est quoi tes meilleurs projets que t'as... Mes meilleurs projets ou mes meilleurs voyages? Ouais. C'est toujours dur à dire. Ouais, dis Vancouver. Là, parce qu'on est allé à Vancouver tous les deux. Mes meilleurs voyages, je dirais que le meilleur vrai projet voyage que j'ai... attends, 2 secondes, je peux... Vas-y. On peut couper 2 secondes? Ouais, vas-y, on coupe. Maï, tu peux voir, s'il te plaît? Merci. Désolé pour cette interlude de coursier. C'est ça. Du coup, en fait, le plus beau voyage que j'ai fait, enfin le meilleur souvenir de voyage que j'ai fait, c'est en fait un voyage qu'on avait organisé avec Margot. Et on avait décidé de faire gagner 15 jours aux États-Unis à 3 de nos lecteurs. Ah ouais, ça blague pas. Et l'idée, c'était que en fait, nos lecteurs savaient qu'ils allaient aux US, mais ils savaient pas où ils allaient. Ah ouais. Attends, désolé. Oui, quoi? Mais il laisse à la gardienne. Il est en bas, je peux pas descendre. Je sais même pas qui c'est. Je sais pas. C'est bon? Merci. Désolé, c'est toujours... On va reprendre... On va reprendre le plus beau voyage. Ouais. Et nous voici revenus... Nous voici de retour après cette petite interlude de 15 minutes qui vous a permis d'aller aux toilettes ou d'aller vous chercher un peu de popcorn. Exactement. Non, franchement. C'est sans aucune coupure, sans aucun montage, mais je vais quand même cutter cette petite partie. Oui, bien sûr. On est d'accord. Bien sûr. Cette interlude coursier ne nous regarde pas, messieurs, dames. Exactement. Ouais, donc on parlait de ton voyage... Donc ouais, le plus beau voyage que j'ai fait, le plus beau projet voyage que j'ai organisé, c'était du coup à l'époque où on était avec Margot et en fait on avait organisé un voyage où on faisait gagner à 3 de nos lecteurs de voyager pendant 15 jours avec nous aux États-Unis.
Et la seule info qu'ils avaient, les 3 gagnants, c'était qu'ils partaient 15 jours aux États-Unis, mais ils savaient pas où. C'est énorme. Et on avait monté Tu ça. prends un risque là Ouais. Et en fait, ce qu'on avait fait, c'est que de du taper coup... 15 jours avec quelqu'un que tu connais pas. Oui, qui peut être très bizarre. Ouais. Ou qui peut pas bien se passer du tout, mais globalement, tout s'était très bien passé. En fait, on avait fait le concours et les gens devaient nous envoyer une vidéo d'1 minute pour se présenter D'accord. et dire pourquoi ils voulaient partir avec nous. Donc déjà, ça nous a permis de faire un gros tri. Ouais. Parce que tu voyais tout de suite à qui t'avais affaire. Et mais c'est fou, c'est fou à quel point en 1 minute de vidéo, tu te rends compte de à qui t'as affaire. Ah ouais. On avait reçu plus de 500 candidatures. Ah ouais, quand même. On avait passé un peu de temps devant notre ordinateur, tu vois, à regarder tout le monde. Et mais c'était hyper cool. Et du coup, on choisit notre gagnant. Et c'est un voyage qu'on avait organisé avec une agence de voyage qui s'appelle Évasion USA. Et ils venaient de monter l'agence. Genre, l'agence avait 6 mois, tu vois. Ah ouais. Et ils nous ont fait confiance, ils nous ont aidés à monter le truc et tout machin. On a cherché des partenaires pour nous aider et tout. Et pour que le voyage coûte le moins cher possible, tu vois. Parce qu'à 5 personnes à partir 15 jours aux US, ça fait un budget. Ouais, c'est un bon budget. Surtout quand tu veux faire des activités plutôt sympas et tout. Ouais. Et on trouve nos 3 gagnants. On les rejoint, ils nous rejoignent du coup à l'aéroport Charles de Gaulle. Ouais. Et en fait, le jeu, c'est qu'on avait organisé tous les soirs, ils avaient une petite enveloppe à ouvrir qui leur disait où ils allaient le lendemain. Ok. Donc, c'est une jolie petite orgasme. c'était un gros truc. Surtout qu'en plus de ça, quand tu arrives aux US à la douane et que Margot parlait pas un anglais incroyable, donc moi j'y vais en premier et je dis bon, écoutez monsieur, les 3 personnes qui sont derrière, ne leur demandez pas quel est le séjour qu'ils vont faire, ils savent juste qu'ils sont là 15 jours aux États-Unis, on leur a fait une surprise. Mais leur demandez pas d'infos, ils en savent rien, ils savent pas ce qu'ils font là. Je suis pas sûr que j'aurais fait ça et à la douane américaine. Ils l'ont pris comment? Il l'a hyper bien pris. Ah, il m'a dit ok, pas de soucis, vous inquiétez pas. Parce que t'es tombé sur un mec sympa. Parce que j'étais pas à New York ou à Los Angeles. Ouais aussi. On est parti à Salt Lake City. Donc on a atterri dans un petit aéroport. J'avoue, il y a moins l'impression. Donc il y a moins de touristes, il y a moins de pression et tout. Donc le mec a été hyper cool, il les a laissés passer, tu vois, sans trop poser de questions. Tu fais ça à Los Angeles ou à New York. C'est pas la même. Ouais, ça dépend vraiment sur qui tu tombes. Et du coup, on est parti pendant 15 jours et on a fait Utah, Colorado, de Salt Lake City jusqu'à Denver. Ouais, magnifique. Et c'est un des plus beaux voyages que j'ai fait. On a fait, c'était western complet, on a vu des bisons à moins de 5 mètres. Enfin, c'était incroyable de chez incroyable. Et ça s'est hyper bien passé avec le trio avec qui on est parti. On a encore des contacts aujourd'hui. Enfin, tu vois, genre. Ah ouais, c'est énorme. L'histoire, elle est charmée parce qu'en plus de ça, dans le trio qui avait gagné, il y avait un couple. Et qu'on avait choisi. Et le mec, et le couple n'était pas au courant qu'on les avait choisis. Tu vois, on n'avait pas encore fait le tirage au sort, mais ils étaient déjà en shortlist. Voilà. Et le mec nous refait une vidéo pour nous dire voilà. Je vous fais cette vidéo parce que je sais pas du tout je veux pas que ça joue dans votre décision et compagnie, mais sachez que j'ai prévu de demander ma copine en mariage cette année. Énorme. Donc on l'a aidé à organiser sa demande en mariage là-bas. Là-bas en même temps que le voyage. Ouais. Et en fait on devait faire en plein Utah, dans les canyons et tout, organiser un petit pique-nique, tu vois, où il arrive, il est que avec sa meuf du coup, et une vue de malade mental sur le désert et tout. Et en fait il a plu, donc loose, on a dû arrêter le truc. Et du coup, on a organisé ça dans le ranch dans lequel on dormait, au bord de la Colorado River. Donc, on leur a laissé notre chambre qu'on avait avec Margot, qui était la plus grande chambre, tu vois, machin. Et on s'est tapé une mission d'1 heure et demie de route avec lui pour aller chercher des fleurs dans la ville la plus proche. Ah ouais. 1 heure et demie aller-retour. J'avoue, dans le Colorado, il n'y a pas trop de fleurs. C'est pas, ouais. Pour aller chercher des fleurs, voilà, machin. Pendant que Margot occupait la meuf en l'emmenant au spa de l'hôtel et tout, pendant machin. On a foutu des pétales de rose partout dans la chambre et quand la meuf est revenue, il a demandé sa meuf en mariage. Tu vois. Ouais, et du coup, voilà, donc ils sont fiancés là-bas. C'est énorme ça comme souvenir. Franchement, c'était trop cool. C'était trop bien. Et puis tout le voyage était incroyable. On a fait de la montgolfière au-dessus du désert. C'est quoi les trucs les plus ouf que t'as fait? Genre, moi je sais que parfois faut prendre le temps en fait limite il faudrait noter, tu vois, parce que il y a tellement de choses, c'est un peu en voyage, ouais, même en expérience, en rencontre, ok. Le premier truc qui me vient en tête, c'est le fait de m'être baigné en plein milieu de la forêt amazonienne dans la rivière. Ok. Ça, je pense que c'est un des trucs où j'ai le plus flippé de ma vie de ce qui pouvait m'arriver parce que l'eau était tellement boueuse que je savais pas ce qu'il y avait en dessous. T'as un piranha qui te chique. Ouais, c'est ça. Je pense que le voyage que j'ai fait en Amazonie, au fin fond de l'Amazonie pendant 5 jours, est un des plus
beaux trucs que j'ai fait. Ouais. Enfin, en tout cas, un des trucs qui m'a le plus marqué. Parce que tu sors vraiment de ta zone de confort. C'était en plein milieu des moussons en plus, donc c'était humide de ouf. Enfin, on prenait la flotte tout le temps. On a dormi chez l'habitant, c'était hyper cool et tout. C'était vraiment trop bien. Autre expérience hyper cool, les courses d'endurance que j'ai fait avec Audi en tant que pilote. C'est incroyable. Parce que je retrouvais le sport de haut niveau. Enfin, c'est con, mais je retrouvais le sport de haut niveau que j'avais avec l'escrime. T'es une équipe de 4-5, t'es obligé de te faire confiance les uns les autres. Tu te donnes à fond pour les autres. C'est un truc qui fait que tu noues des liens beaucoup plus rapidement qu'avec n'importe qui quand tu vis un truc comme ça. Ça, qu'est-ce que j'ai vécu d'autre de cool? Je suis parti vivre comme un joueur de foot professionnel en Angleterre pendant 3 jours avec Nike. C'était une des premières OP que j'ai fait. Et j'étais dans le Clairefontaine anglais et pendant 3 jours j'ai vécu comme un footballeur professionnel. Énorme. Avec le préparateur physique de Manchester United qui te fait une prépa physique, les entraînements comme les pros. C'était oufissime. On a fait un match à 11 contre 11, il faisait moins 2 degrés, on n'en pouvait plus, on se les pelait. Avec comme arbitre un mec qui a arbitré une finale de Coupe du Monde, mec. Incroyable. Enfin, franchement, lunaire, tu vois. Et des joueurs du Bayern de Munich sur le bord du terrain en train de te regarder jouer. Enfin, c'était fou. Franchement, c'était fou. Et du coup, voilà. Donc, non, c'était ça, c'est quelques petites OP hyper cool. Après, des trucs marquants, j'en ai plein. Que ce soit dans la foot que j'ai pu tester dans mes voyages ou des trucs what the fuck. Là, tu vois, je te parle de ça. Le premier truc qui me vient en tête, c'est au Japon, quand j'ai testé le fugu. Le fugu, c'est le poisson qui est mortel s'il est mal préparé. Et en fait, on visitait le sud du Japon avec l'Office du tourisme du Japon. Et notre guide, donc on avait un guide qui était avec nous toute la semaine. Et notre guide nous dit ce soir, il y a un resto de la spécialité de poisson de la région. C'est un truc un peu pas atypique, mais c'est un truc que tu fais quand tu célèbres, quand tu as quelque chose à célébrer, parce que c'est un poisson qui coûte assez cher, qui est dur à préparer et tout. On arrive dans le resto et c'est vraiment genre le vrai resto japonais. Tu manges au sol, t'es dans ta petite pièce avec les portes en papier, tu vois, genre vraiment t'es isolé dans ton truc. Ouais, c'est tradi. C'est vraiment tradi chez tradi. Et ils te posent le poisson en sashimi, le poisson en soupe, le poisson préparé de toutes les façons possibles et imaginables. Et on commence à manger et tout. Et puis moi je fais une story, tu vois, de la table où t'as un dessin du poisson sur un sous-verre. Et là, j'ai un pote qui m'écrit, qui me dit « Mais mec, t'es en train de manger du fugu ?» Et là, tu sais, je regarde, je fais « Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle, pourquoi ?» Et il m'envoie juste un lien d'un article. Le fugu, ce poisson mortel dont les Japonais raffolent. Et là, le lien, je connaissais le poisson, mais j'avais pas fait le rapprochement. Et là, le lien se fait dans ma tête. Énorme. Et là, je lève la tête, je regarde, du coup, j'étais encore avec Margot à l'époque, donc je regarde Margot, je regarde ma vidéaste, je regarde mon guide. Et mon guide, il avait son bol de riz dans la main en train de manger son riz, tu vois. Et j'ai regardé et j'ai fait Tadashi. Je dis le poisson là, qu'on est en train de manger. S'il est mal préparé, demain on est tous morts. Et là, il explose de rire. Et il me dit oui. et là, tous les trois, genre, on a bloqué. Genre, en mode genre, wow. Genre, ah ouais, d'accord, ok. Et c'est ça, mec, c'était. Enfin, la dose d'adrénaline que tu prends, elle est folle, tu vois. Et en plus, le poisson, t'en vaut pas tant la peine. Ah ouais? C'est bon, mais c'est pas incroyable, tu vois. Donc, c'est plus c'est plus l'image le côté risque que tu prends. C'est ça, exactement. De marcher. Donc ça, tu vois, c'est une expérience food. Voilà. Et ça fait quoi d'être en permanence, de mêler en permanence finalement sa vie professionnelle et sa vie personnelle? Ça se passe assez bien. J'ai toujours réussi à faire la part des choses, donc du coup, il y a des moments où quand je poste et que je partage, c'est que ça me fait plaisir, tu vois. Il n'y a rien de forcé? Non, il n'y a jamais rien de forcé. Et il y a les trucs très personnels, je les garde pour moi, je partage très peu dessus. Tu vois. Récemment, il y a eu pas mal de trucs sur pas mal d'infos, d'articles sur des burn-out de youtubeurs qui poussent trop loin les grosses productions. Chacun, tu vois, se pousse un peu en avant. Amixem qui dépense, je sais plus combien, 1,5 million pour ses prods l'année dernière. McFly et Carlito qui s'arrêtent là. J'ai vu, Burnout. Mais ça m'étonne pas. Et un autre, comment il s'appelle, celui qui veut monter l'Everest en 1 an. Inoxtag. Toi, tu te forces pas quand tu rénoves ta voiture, quand tu
décore ton appart. Non, parce qu'en fait, C'est naturel. C'est ce que j'ai envie de faire. Ouais. Donc en fait, je suis pas forcé par. J'ai pas ou peu de sponsors derrière. Pas autant, pas aussi gros en tout cas que des mecs comme Amixem, Ouais. comme machin. Forcément, Inoxtag, quand t'as NordVPN qui a mis 150 000 € sur sa vidéo, il faut qu'elle marche la vidéo. Donc il est obligé de mettre la prod qui va bien derrière, tu vois. Il y a un très bon exemple de Villebrequin dans la vidéo où ils font voler la voiture. Ouais. Je pense qu'ils ont claqué 60 ou 80 000 € pour faire cette vidéo. Ouais. Sylvain, un des deux, quand il pète la voiture avant de réussir à la foutre sur le tremplin, il pète les ailes qu'ils ont achetées pour faire voler la voiture. Sylvain, il est en pleurs. Ah ouais. Tu sens que le mec, il est au fond du seau parce qu'ils ont pété la voiture sans faire exprès. Et qu'ils vont peut-être pas pouvoir faire leur vidéo. Il y a une pression là pour le coup. Il y a une pression qui est énorme. Tu vois. Nous, on n'est pas. On a peu cette pression-là. Déjà, on est tellement habitué à faire ce qu'on fait que du coup, ça va. Et on n'a pas la grosseur de leur prod. Donc en fait, on n'est pas aussi. On n'est pas aussi sous pression, tu vois. Et puis on n'est pas dans le YouTube. Enfin, YouTube, c'est encore un truc. Ouais. Non, mais après, c'est plus par rapport à ce que à ton quotidien, tu vois. Toi, tu vis quoi. Ouais, je vis en fait. Ouais, c'est ça, je vis. Et après, t'as envie de faire des trucs et t'essayes d'intégrer tes sponsors dans ce que je fais. Enfin, tes partenaires, Ouais, c'est ça. Exactement. J'intègre mes Mais en même temps, il faut que partenaires. tu sois un peu créatif. Exactement. Mais en fait, la créativité, elle vient dans les projets que tu as envie de construire. Je considère que ce qui te démarque des autres, c'est les projets que tu fais. Inoxtag, le fait de vouloir monter l'Everest, c'est incroyable, c'est trop bien. Ouais. C'est un projet perso, mais c'est hyper cool. Le mec fait un truc, tu vois. Il va montrer comment ça se passe d'organiser un voyage pour monter l'Everest qui fait 8000 mètres de haut. C'est énorme, tu vois. Et c'est génial. C'est pas un peu trop? Bah, en fait, le truc, c'est qu'il fait ça pour... J'y connais rien. Il fait ça pour Google, il fait ça pour YouTube. Parce qu'il aurait dit je monte le Mont Blanc, les gens ils s'en foutent. Ouais, il fallait que alors que déjà monter le Mont Blanc à pied, faut déjà avoir un peu de condition physique, tu vois. Mais je suis pas du tout alpiniste, mais j'ai lu des trucs comme quoi c'était un peu complicado, quoi. Bah faut s'être entraîné, quoi. Ouais, mais même plus que ça, je crois que tu peux même ne pas y arriver, quoi. Tu peux ne pas y arriver. Tu as même de fortes chances de pas y arriver, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, le Mont Blanc globalement, ça peut aller si tu fais du sport et tout. Mais l'Everest, c'est un délire. Ouais. L'Everest, quand tu montes, tu croises des cadavres. Ouais, c'est vrai. Donc tu vois, c'est le genre de truc qui doit te choquer, tu vois. C'est un truc que tu pourrais faire, toi? Ouais, j'adorerais. Ouais. J'aime trop la montagne. Ouais. Je suis un grand fan de montagne, donc tu me proposes de monter l'Everest. Mais par contre, même moi qui continue de faire un peu de sport et tout, l'Everest, je sais que j'en chie comme jamais. Ouais, tu fais pas un an, quoi. Bah, tu fais une prépa de fou furieux. Tu te dis pas, je vais le faire dans 2 mois. Tu fais comme il fait. Tu vois, donc les projets sont hyper cool. Moi, je trouve que justement, c'est ça qui porte un peu tout le monde vers l'avant. Et puis montrer et apprendre des choses aux gens, tu vois, c'est ça aussi que je trouve important. Là, la voiture, ce qui était intéressant quand j'ai refait la voiture, bah, c'est de montrer comment ça se passe la restauration d'une voiture. Quand tu l'as complètement désossée, de faire une peinture, comment ça se passe, quel est à peu près le budget pour faire ce genre de choses. C'est ça qui intéresse les gens, tu vois. Là, la maison, ça va être la même chose. Ce qui intéresse les gens, c'est comment tu fais pour avoir une belle maison sans dépenser 3 millions d'euros. Bah, c'est faisable, en fait. Il faut juste avoir les bonnes idées au bon moment et être un peu débrouillard, et puis voilà. Ouais. Comme toi, t'as fait quand t'as refait la maison, tu vois. T'as fait plein de choses toi-même, t'es hyper bricolo, bah, les gens, ils apprennent des choses en regardant ça. Ouais, non, mais après, c'est pareil, je conçois les choses un peu comme ça. Je sais pas, moi, j'ai pas trop de recul sur ça, en fait. C'est pareil, je fais les choses parce que j'ai envie de les faire. Bah, c'est ça, en fait. J'ai zéro recul. Ouais, c'est ça. Enfin, je prends pas du tout de recul sur ce que je fais. Je l'ai fait et après... Et surtout, je pense que ce qui fait une diff, c'est que sinon, on fait tout nous-mêmes. Oui. Les youtubeurs, les gros youtubeurs dont on parle, souvent, ils sont une équipe. Ils trouvent les idées ensemble, donc ils bossent sur ces idées-là tous ensemble, tu vois. Nous, on est vraiment tout seul. Et d'ailleurs, ça te fait quoi de travailler tout seul, toi? Moi, j'aime bien. Ouais. Après, il y a des moments, j'aimerais bien être à plusieurs. Ouais. Quand même, ça m'aiderait quand même bien, rien que pour du ping-pong intellectuel, des fois. Je trouve que c'est hyper important. Ou même du ping-pong créatif, tu vois. Ouais. Genre quand t'as plein d'idées en tête, de savoir hiérarchiser tes idées et tout, quand t'es tout seul, c'est des fois plus complexe que quand t'es à plusieurs. Et que les gens autour de toi vont te dire attends Nico, ok t'as 5 idées. Parce que t'es ton créa, t'es ton community manager, t'es ton développeur de business, ton commercial quoi finalement. Ouais, complètement. Et en même temps t'es la personne qui crée quoi, Exactement. T'es le cerveau, le visage, les mains. Ouais c'est ça exactement. Alors que quand t'es intégré chez Webedia comme d'autres,
bah, t'as des scripts qui te proposent des idées de lignes éditoriales de vidéos, et puis tu qu'on roules fait un dedans benchmark mondial sur ce qui se fait, qui sont allés chercher des idées à droite à gauche. Ouais, c'est ça, exactement. Tu reçois des invités dans ton... dans ton... Que ton attaché de presse dans ta vidéo. booké, Voilà, c'est ça, exactement. C'est un autre délire, c'est encore un autre niveau, surtout un autre niveau de prod, comme on disait tout à l'heure, tu vois. Et tu penses que toi, ton développement comme il est actuellement, il peut aller plus loin ou... Ouais, je pense qu'il peut aller plus loin. Après, le marché continue de se développer. Ouais. Alors, il y a de plus en plus aussi d'influenceurs, il y a de plus en plus de créateurs de contenu, donc ça, c'est cool. Donc, il y en a pour tout le monde. Et je pense que ça peut continuer à aller plus loin en continuant de partager ce qu'on aime, mais il faut aussi savoir se diversifier, il faut savoir créer de nouvelles choses et pas rester sur ses acquis pour faire la même chose que ce qu'on faisait il y a 5-6 ans, tu vois. Ouais. Toi, tu penses que tu arrives à ça? Franchement, tu vois, l'année dernière, ça a été un peu en dents de scie, parce que justement, j'arrivais pas trop à ça. Déjà, il a fallu qu'on se mette au Reels. Ouais, aussi, ouais. Tu vois, on est passé du format purement photo à du format de plus en plus vidéo sur les réseaux. Et bah déjà... moi, je suis passé carrément à YouTube, quoi. Donc, tu vois, toi, t'es passé direct à YouTube. Mais bon, après, ça, c'est... Ouais, YouTube, Reels, bon, après, tu vois, c'est un peu chiant parce que t'en as un qui est 16 9e et l'autre qui est... Tu sors de ta zone de... Oui, mais tu sors de ta zone de confort, tu vois, genre... Moi, j'ai fait de plus en plus de vidéos l'année dernière et je trouve ça génial, mais ça m'a sorti de ma zone de confort. Ouais. Et les plateformes évoluent dans ce sens-là, donc ça veut dire qu'il faut qu'on évolue avec aussi. Il faut jouer avec les règles du jeu, tu vois, donc bah, du coup... Et justement, c'est pas un peu effrayant parce que il y a deux questions qu'on nous pose en permanence, un peu moins aujourd'hui, c'est est-ce que t'en vis? Et deux, comment tu vois l'avenir? Ouais. Ça, c'est vraiment comment tu vois l'avenir, c'est vraiment le truc. C'est la question un peu de tes parents que même mes parents me posent plus, tu vois. Oui, bah, non, mais c'est ça. Ils sont là, genre, bon, ok, ça fait 10 ans qu'ils font ça. Donc, ouais, c'est ça. Bah, ça peut-être arrêter de leur poser la question. Mais globalement, donc, on a compris que t'en vivais, ça, y a pas de souci. Mais comment tu vois l'avenir? Bah, l'avenir se portera sur les différents projets que j'aurai et que j'aurai envie de mettre en avant, tu vois. Ouais. Donc soit ce sera des projets que j'aurai envie de mettre en avant aussi sur les réseaux, et dans ce cas-là, les réseaux continueront de vivre grâce à ces projets-là. Ouais. Soit j'aurai pas envie de les mettre en avant sur les réseaux et je passerai peut-être à autre chose, tu vois. C'est la manière dont tu te vois faire autre chose? Ouais, je pourrais. Ouais. Je pourrais avoir d'autres trucs à côté. Genre si Pascal Nessim te dit Nico, allez, reviens. Je sais pas si je retournerai en agence. Fais pas ton boudeur. Je sais pas si je pourrais retourner en agence. C'est trop procédurier. Ouais. Même de diriger une agence, je sais pas. Alors, diriger une agence peut-être plus. Je sais pas, parce qu'aujourd'hui, tu connais énormément de marques, tu sais comment ça fonctionne, tu vois, si tu as un bon relationnel, tu as un bon réseau, etc. On pourrait... Oui, on pourrait... Après, je sais pas ce que ça implique, hein, j'y connais encore une fois, pas grand-chose. On pourrait largement, mais après, c'est en termes managériels, ça veut dire que du jour au lendemain, tu te retrouves potentiellement à gérer 100 personnes, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça doit être dur. Ça, c'est un délire, faut savoir s'entourer. Ouais. Mais après... ça, c'est un truc que je pourrais faire. Mais c'est des trucs tellement procéduriers qui sont sur des... En fait, surtout les agences de pub sont tellement sur des comment ça s'appelle? Comment dire? Elles ont tellement un système qui marchait il y a 30 ans, qui aujourd'hui n'est plus du tout le même, que du coup, ça ne fonctionne plus pareil. Les gens n'ont pas le même rapport au travail il y a 30 ans par rapport à aujourd'hui. La publicité est plus aussi mise en avant, et plus aussi créative, et plus aussi intéressante que ce que ça n'a été. Donc aujourd'hui, tu lessives souvent des petits jeunes pendant 2 ans, ils partent, tu reprends des petits jeunes pour les lessiver pendant 2 ans, tu les payes pas cher, mais du coup, c'est pas hyper intéressant, tu vois, des fois. Ouais. Et moi, est-ce que la pub est pas justement, c'est pas la fin d'une ère aussi? Si, mais en fait, c'est ça, c'est que la pub, elle est en train de se réinventer, mais elle va pas hyper bien depuis 10 ans, tu vois. Ouais. Elle vit, il y a pas de problème, mais c'est pas la publicité qu'on a connue dans les années 80 avec des spots de pub incroyables. Ça devient plutôt plat, tu vois. Ouais. Mais est-ce que c'est pas l'environnement global qui devient très... C'est l'environnement, c'est le besoin de résultats nets et clairs et précis sur les ventes quand tu fais de la campagne de pub. C'est une globalité de choses. Ça dépend aussi de ton client. T'as des clients, ton client direct va être hyper créatif et va vouloir un truc hyper créatif. Sauf que ça, c'est dans 30% des cas. Les 70% restants, c'est des gens du marketing qui te disent moi, je veux vendre ma tranche de jambon, il faut que tu me dises que... dans la pub, il faut que tu dises que j'ai pas de mauvais produits dedans, achète ma tranche de jambon, tu vois. Ouais. Dur de faire un truc fun avec ça, tu vois. Ouais, c'est clair.
Et puis t'as des clients qui ont pas une once de créativité, donc c'est hyper dur quand t'arrives avec des idées hyper décalées de leur vendre le truc et qu'ils comprennent pas, tu vois. Donc c'est un vrai milieu. Et toi, t'arrives à faire passer des idées, alors peut-être pas décalées, mais tes idées dans les projets qu'on te propose. Par exemple, une marque aujourd'hui arrive, dit bah tiens, comme dirait Jordan Bedford, sell me this pen. Genre, tiens, vends-moi ce plateau là ou ce verre. Comment tu veux le présenter, machin. Bah là, tu vois, j'ai une marque d'ameublement que je dois avoir demain au téléphone. Ouais. Ils sont arrivés avec une idée un peu pas précise, mais ils ont une idée en tête de ce de ce qu'ils voudraient faire avec moi. Et moi, j'ai une autre idée. Demain, je vais leur pitcher. Je les ai au téléphone demain matin et je vais leur raconter l'idée, comment je peux la présenter et compagnie. Et on verra ce que ça donne. Mais souvent, ça marche comme ça. Ouais. J'aime bien twister, en tout cas, pour pas avoir forcément exactement le même axe que les autres influenceurs qui vont contacter pour une OP ou des choses comme ça. Donc l'idée, c'est d'ajouter sa patte à chaque fois. Ouais, parce que ce qui est dur, c'est que c'est pas comme si tu mettais une page de pub dans un magazine. Ouais, c'est ça. T'as pas juste à recevoir un PNG pour mettre ta page de pub. C'est toi qui l'as créé, la pub. Ouais, c'est ça. Donc t'es obligé de la transformer à ta sauce. Exactement. De l'adapter à ta manière de prendre la parole. C'est comme ça que ça marche. Ouais. Et justement, comment... je te parlais tout à l'heure, comment la famille perçoit ça. Tu sais, les gens, alors, est-ce que t'as envie mais t'as envie Écoute... Toi, ils ont toujours bien... Parce que bon, tu te dis, bon, agence de pub, CDI, un bon salaire, tu travaillais... Marcel, c'est sur les Champs-Élysées, je crois. Ouais, exactement. Donc, je veux dire, c'est plutôt prestigieux pour un gars qui t'étais pas de Paris, t'avais pas de réseau là-dedans, etc. Non, c'était top. Et tes parents, à ce moment-là, ils disent pas genre, oh là, mais dans quoi tu te lances ? Bah, en fait, comme ça a été progressif, comme je leur ai pas dit du jour au lendemain, je quitte l'agence de pub, machin, ils ont vu le blog monter au fur et à mesure en même temps que ce que j'avançais en agence de pub. Ouais. Et donc, le jour où je leur ai dit, écoutez, papa, maman, je vais arrêter l'agence, je vais arrêter le CDI pour me lancer à mon compte. Ouais. Ils n'ont pas eu peur en fait, parce que ça faisait déjà 2-3 ans, ils avaient compris le métier que je faisais, comment ça marchait, je leur avais expliqué, et ils m'ont toujours fait confiance là-dessus, tu vois. Genre, mon père me l'a souvent dit, genre, Nico, de toute manière, très jeune, depuis que t'es tout petit, on sait que quand tu veux un truc, tu le fais, tu t'en sors pas trop mal. Donc en fait, il y avait une confiance. L'exemple de l'escrime, hein, tu vois, genre. Ouais. Tu vois, c'est le premier exemple de moi qui me suis barré pour voir les finales des JO. Ouais. Quand je voulais faire un truc, en fait, je le faisais et je fais en sorte que ça marche. T'es assez fonceur et déterminé ? Ouais. Ouais. Ouais, bah en fait, j'essaie de construire les projets de la bonne manière et de faire en sorte que ça marche. Après, ça arrive que ça marche pas. T'es opiniâtre ? Je suis un peu opiniâtre. Ouais. je suis bélier, alors tu sais. Ouais. non, mais non, en fait, je fonce dans un sujet quand j'y crois et que je suis persuadé à plus de 60%, 80% que ça va marcher, tu vois, genre. Ouais. Voilà, et j'avais pas trop de doutes sur l'influence quand je me suis lancé dedans, du coup. Et qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui que t'as pas fait encore ? En influence ou en dehors ? En influence, quand même, ouais. Plus de vidéos sur YouTube. Ouais. C'est un pan que j'ai jamais vraiment fait et que j'ai fait avec la voiture quand je l'ai refaite. Ouais. Et les vidéos sont sur la chaîne du GDB parce que j'ai pas de chaîne YouTube. Et ça s'appelle le projet 911 pour ceux qui voudraient aller voir. GDB TV. GDB TV, exactement. C'est Garage des blogs. Garage des blogs, et le projet, c'est Projet 911 où je raconte du coup toute la restauration de la voiture. Et ça, j'avais adoré faire. Pour préciser, parce qu'on n'en a pas parlé, mais tu as acheté une 911 3 litres 2 de Exactement. 1987. Ouais. Donc elle est sur ton compte, le petit français, et sur Instagram. Et aussi sur YouTube. Et donc, tu l'as fait rénover entièrement. Et donc, tu as participé aussi à la rénovation dans une certaine mesure. Dans un garage à Tours. Exactement. Et donc, tu as fait suivre à tes abonnés la rénovation de cette voiture qui est aujourd'hui terminée depuis 1 an. Ça fait 2 ans. 2 ans. Ça fait plus de 2 ans. Ça fera 3 ans que je l'ai en juin, la voiture. Ah ouais, dingue. Ouais, ça passe vite. Donc, tu as mis 1 an à la rénover ? J'ai mis 6 mois, 7 mois à la rénover. Ouais. Je l'ai terminé, je l'ai eu en juin 2020, quand on est sorti du premier gros confinement. Parce qu'en fait, tu vois, bon exemple, le confinement fait que je peux plus voyager. Ouais. J'ai 6 mois de voyage par an qui sautent.
plus du coup tous les offices du tourisme avec qui je travaillais qui travaillaient plus puisque tout est bloqué, Ouais. et bah tu dois te retourner et décider de ce que tu vas raconter. Et pendant le confinement, du coup, bah, je me suis posé pour réfléchir à quel allait être mon projet mon gros projet 2020. Et j'avais toujours rêvé de retaper une voiture. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, bah, je fais ça. Et j'ai cherché une base de voiture. J'ai toujours adoré les Porsche 911. Donc je me suis dit, je vais acheter une vieille 911, je vais la retaper et je vais le raconter. Okay. Et voilà, et c'est comme ça que ça, tu vois, et c'est comme ça que ça déroule en fait. Tu t'adaptes d'une situation. La créativité naît dans la contrainte. Ça, c'est un truc que Margot disait souvent, et je trouve que ça hyper juste. Et du coup, t'as la contrainte de plus pouvoir voyager. Du coup, tu dois être créatif. Qu'est-ce que tu fais? Et bah, tu fais un autre projet qui te tenait à cœur, et que tu aurais peut-être fait en perso à côté. Mais du coup, tu le fais et tu le racontes aux gens. Et ça a été bien perçu, justement, de refaire la voiture? Ouais. Ouais, très bien. Ouais. Il y a quelques personnes, voilà, il y a toujours quelques jaloux, toujours sur YouTube, forcément, de toute manière. Ouais. T'en as toujours qui se plaignent parce que la voiture est plus d'origine et compagnie. Mais de toute manière, j'avais acheté une base qui n'était pas d'origine. Ouais. Parce que je voulais pas acheter une base d'origine pour faire un truc plus d'origine. Et la voiture, la couleur était plus la bonne. La couleur avait déjà été refaite et compagnie. Donc il y avait plein de choses. Et la voiture, j'en suis hyper content aujourd'hui. J'ai jamais un mec dans la rue qui m'a dit c'est un enfer ta voiture, qu'est-ce que t'as fait, t'as saccagé une 911, machin. Au contraire, les gens ils prennent en photo la voiture quand je suis arrêté au feu, ils me font coucou, tu vois, genre c'est hyper cool. Donc pour toi, ça t'a apporté énormément de positif, même par rapport aux marques et avec qui tu travailles? Ouais, complet. Ouais. C'est une image supplémentaire, le fait que tu sois du coup considéré comme quelqu'un qui s'y connaît dans ce milieu-là et du coup dans cet univers-là. Et puis dans l'ancienne, parce que on parle beaucoup de voitures nouvelles, parce que forcément les marques nous contactent pour leurs nouveautés, mais il y a aussi les voitures anciennes. Et du coup, ça te permet de mettre le pied dans un univers aussi et d'être, pas approuvé, mais genre de rencontrer des gens du milieu de l'ancienne qui reconnaissent le travail que tu as fait. Tu vois. Et même de la part de Porsche, parce que du coup, la voiture, elle a été postée 2 fois ou 3 fois par le compte Porsche Monde. Ah ouais. Alors qu'elle est pas d'origine. Ouais. Tu vois. Genre le jour où j'ai vu que Porsche m'avait mentionné dans un post et que j'ai vu que c'était ma photo, j'en revenais pas. J'étais là en mode genre mais qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre, j'aurais même pas pensé une seule fois qu'ils posteraient une voiture qui est pas de couleur dorée, qui est pas une couleur Porsche et qui a pas les ils le font fréquemment, ça? Rarement. Mais jamais. Ils ont bien aimé, quoi. Ils ont bien aimé. Mais non, ils le font. Allez, à vous, tu connais le CM. Même pas. Ah non, c'est le CM en Allemagne en plus, alors autant te dire que. Tu parles pas allemand? Non, je parle pas allemand. Mais non, mais du coup voilà, c'est un peu ça, tu vois, ça te colle une claque, quoi, tu vois, quand t'as ça. T'es fier de ça? Ouais, hyper fier. Ouais. C'est un projet que j'ai adoré faire, qui s'est hyper bien passé de bout en bout avec tous les gens avec qui j'ai bossé. Et les gars du garage avec qui j'ai bossé, que je connaissais déjà d'avant le projet, on est hyper potes, on s'entend hyper bien. Il y a encore, la semaine dernière, il y a encore un gars qui me suit sur Instagram qui allait les voir pour sa voiture. Génial. Enfin, c'est trop bien, c'est trop bien. Franchement, c'est hyper cool. Et puis même la voiture du coup est connue, tu vois. Je pense que ma voiture est plus connue que moi. Enfin, vraiment, tu vois, genre. Ah ouais. Bien sûr, genre les gens reconnaissent ma voiture plus facilement qu'ils me reconnaissent moi. Ouais. Tu vas à Vauban le week-end, les gens ils disent j'ai déjà vu passer ta caisse et tout, c'est trop cool. Tu fais quoi dans la vie, tu vois? Ah ouais. Ouais, bah c'est ça. Ouais, non. Mais tu sais, c'est normal. Ouais. La voiture elle est repartagée. Je pense que la voiture c'est la chose la plus repartagée sur les autres comptes que sur le mien sur Insta. Ouais. Toutes les semaines, j'ai un compte de voiture ou de lifestyle ou autre qui poste en photo d'inspiration une photo que j'ai fait de la voiture, tu vois. Ouais, et ça se trouve, il y en a plein que tu vois pas aussi. Et il y en a énormément que je vois pas même. Beaucoup tu vois pas. Parce que je suis même pas tagué dessus, donc je suis pas au courant. C'est ça, parce que c'est repartagé. Et ça se perd en route. Ouais, c'est clair. Complet. Et c'est quoi alors le next gros projet? Du coup, le next gros projet, après avoir construit une voiture, je construis une maison. Ouais. Non, bah pareil, c'est le gros projet qui va tirer jusqu'à, je pense, décembre 2024. Même. Très gros projet. Qui est de construire ma maison en dehors de Paris. Et en fait, après le confinement et tout, on a nos apparts à Paris, tu vois, tu vois ce que c'est, mais t'as envie d'avoir un à côté, t'as envie d'avoir une maison dans laquelle tu peux recevoir des potes. Je t'ai récupéré dans ma maison. Ouais, c'est exactement ça. Et
Et tu m'as hébergé Je gentiment. t'ai hébergé. T'as gratté à la porte. J'allais pas t'allais bousiller les joints. J'allais pas te laisser comme ça. Les jours tout neufs. et non, et du coup j'avais envie de passer un peu au next step. Ouais. Tu vois, quand j'étais jeune, C'est un gros step. Quand j'étais jeune, étape. j'ai fait le vélo, Ouais. après la voiture, et là je fais la maison, quoi. Et je voulais pas retaper une maison, un truc existant. Ouais, pourquoi tu voulais pas Parce que quand bien même c'est hyper cool de retaper une maison, t'as quand même des contraintes qui sont architecturales et ingénieriques, tu vois, qui te permettent pas de faire totalement ce que tu veux. Ouais. Et moi, je voulais partir d'une feuille blanche pour tout créer et surtout montrer que c'est faisable et qu'il faut pas forcément avoir peur de ce type de projet. T'avais un projet en tête, quoi. T'avais quand même un truc qui te... J'avais quand même un truc en tête et surtout, en fait, les gens ont moins peur de refaire une maison que de partir sur une construction. Ouais. C'est effrayant de partir sur une construction. Il faut trouver le terrain, il faut que ton permis de construire, il faut trouver l'architecte, il faut que ton permis de construire soit accepté. Ça met vachement de temps. Et après, quand tu commences à construire, tu as toutes les problématiques après, de construction. Après, c'est la feuille blanche, quoi. Tu vois, c'est ça le truc qui est effrayant. C'est exactement bon, ça. toi, t'as un archi, mais... J'ai un archi, mais je suis arrivé avec l'archi. Ouais, l'archi, c'est quelqu'un qui se guide aussi. Hein. Exactement. Moi, je suis arrivé avec un doc, un PowerPoint avec tout ce que j'aimais. Ouais. Par pièce. T'avais un projet en tête. Quoi. Et j'avais déjà une idée. C'était le cauchemar de l'archi. Moi, mon archi m'avait dit non, on se calme sur les Pinterest. Il déteste ça. C'est vrai. Ah, bah oui. Ah, moi, le mien. Pinterest. Parce qu'en fait, Pinterest, le problème, c'est c'est un mix entre des choses réelles. Ouais. Et des choses infaisables. Des choses infaisables, irréalisables. Des choses irréalisables parce que techniquement ça n'existe pas parce que c'est de la 3D. Ou alors économiquement c'est genre hors de prix. Oui, alors il est magnifique ce truc en porte-à-faux, machin truc. Mais là en fait, en dessous, t'as 2 plots de béton de 5 mètres. C'est ça. Ton déport de toit va te coûter 300 000 euros. Donc voilà, exactement. Et donc le gars il va dire oui, il a... C'est pas possible. Donc ça c'est un peu le cauchemar des... Ouais, c'est clair. Non, bah le mien, j'ai de la chance, non. Il m'a pas... En fait, alors déjà, l'archi que j'ai choisi, c'est un de mes meilleurs potes d'enfance. On était à l'internat ensemble en sport-études. Il faisait de l'escrime aussi. Ouais. Et il est devenu archi, ça fait 8 ans qu'il est archi maintenant. Et quand on a décidé avec Maï, donc du coup ma copine actuelle d'aujourd'hui, quand on a décidé avec Mike qu'on voulait construire, moi j'ai tout de suite pensé à lui, je l'ai appelé, je lui en ai parlé, je lui ai montré les infos, les idées de maison que j'avais, tu vois, et tout de suite il a accroché parce que ça correspond entièrement à son style. C'est ça qui est hyper important quand tu choisis ton archi, c'est de choisir un archi qui te correspond et qui correspond au style que t'aimes, parce que sinon le mec va te proposer un truc que lui il aime. Ouais. Et tu vas te retrouver avec un truc qui te plaît pas, donc c'est hyper important. C'est clair que quand tu choisis un architecte, tu fais pas changer les gens, tu fais pas changer un architecte. Il a son style, il a sa patte, et chacun son style, chacun son truc. Ouais, complet. Je pense que ça c'est un bon enseignement à partager. Ah ouais, mais complet. Faut regarder le book de l'archi, voir ce qu'il a fait au préalable et ensuite tu dis ok, bon bah lui il me convient. Moi je sais quand j'ai travaillé avec Paul Jacquet du cabinet HAME, H-A-M-E, si vous voulez aller voir, ils font des très jolies choses. Je savais exactement ce qu'il allait faire, tu vois. Ouais, mais tu vois. Donc après, lui il avait rien à faire à l'extérieur en soi puisque c'était une rénovation. Ça existait. Mais l'intérieur, je savais où on allait aller, quoi. Donc il m'a présenté plein de projets, mais globalement on aurait pu tous les faire. Ouais, quoi, tu vois, c'était... Genre, moi, Arthur, donc mon archi, qui bosse chez Aurore Architecture, quand on a vu le terrain, quand il a vu le cadastre et tout, machin, il nous a fait 2 propales de forme de maison, 3 propales de forme de maison, mais il y en a une qui est sortie du lot direct, qui était hyper intelligente, la manière dont il l'a fait en S, un peu. Ouais. Et j'y aurais jamais pensé. Tu vois, genre, pour gagner de la place, parce qu'on voulait une maison en plein pied, pour gagner de la place, il l'a fait en S, ça marche hyper bien. C'est ça qui est rigolo avec les archis, c'est parfois tu te dis, ah oui, j'y aurais pas pensé. C'est vrai, en fait, c'est pas anecdotique, quoi, c'est un métier, quoi. La plus-value, elle est là, tu vois, genre, c'est juste. Ouais, la plus-value, elle est là. Et donc, du coup, voilà, donc ça, c'est le prochain. Sur la circulation de l'intérieur, sur les vues, les parallélismes. La lumière. Ouais, la lumière. L'orientation du soleil, enfin, tout. Et franchement, c'est dingue. Et on a des. Je te dis, nous, ça fait. On a commencé à travailler sur les plans là depuis le mois de janvier.
On pose le permis de construire la semaine prochaine. Donc, cool. première semaine deuxième semaine de mars, enfin, tu vois, par là. Et du coup, il n'y a pas un jour, on n'a pas échangé par texto sur WhatsApp sur des choses, des matériaux, des couleurs. T'es en contact permanent avec lui. Je suis en contact permanent. Il y a vraiment, mais même les soirées week-end, vraiment, on s'écrit tout le temps. Quand on voit un truc sur Insta, on se l'envoie. Quand on découvre un menuisier ou un artisan qui a l'air bien, on se l'envoie. Enfin, tu vois, plein de choses comme ça. Et ça se passe hyper bien, c'est hyper cool. Et pour toi, ça pourrait être un axe de développement demain. Je sais pas, si tu sens qu'il y a un truc qui part, ça marche super bien. Tu vas parler de la maison, donc voilà. Et tiens, ça peut, je sais pas, travailler avec une marque ou travailler avec je sais pas, la télé, présenter une émission de télé ou un truc comme ça. Hein. Franchement, ça pourrait. Ouais. Après, on verra. C'est le truc qui t'intéresse ? Faire de la télé, c'est pas une priorité. Ouais. Si un jour il y a un concept d'émission hyper cool qui m'est proposé, pourquoi pas. Franchement, j'ai pas de souci avec ça. Je ferai avec mon cœur. Tu vois, si mon cœur me dit d'y aller, j'irai quoi. Mais oui, je vais développer le sujet de la maison. Ce que je vais faire à côté, c'est qu'en fait, je vais garder le petit français et là, je vais créer une chaîne YouTube. La petite maison. La petite maison du français. Je sais pas, on va chercher les noms. Mais la petite maison française. On va donnez-nous des idées de noms là. Donnez-nous des idées de noms, on va rigoler un petit peu. Et mais là, je vais créer une chaîne YouTube avec un ami à moi qui est youtubeur, qui lui sera plutôt en back-office, tu vois, donc on va pas le voir à l'écran et tout, mais on va tout gérer ensemble pour justement présenter le projet de la maison, mais pas que, pour pousser le truc plus loin en faisant découvrir des maisons ou des appartements qui sont hyper cool ou hyper bien pensés, pour faire découvrir des manières de construire ou de faire soi-même certaines choses, pour rencontrer des invités et parler de à la fois de la maison mais aussi du design un peu en règle générale sur tout, parce que le design touche tout, ça touche la maison mais ça touche tes montres, tes lunettes, ton pull, ta voiture, enfin ça, le design est présent partout et on va recevoir des invités d'un peu partout pour parler de tout ça tout en découvrant en même temps une maison ou un appartement hyper cool. On est en train de bosser dessus là à fond. Je pense qu'on va lancer ça d'ici un mois ou deux et ça me permet aussi moi d'engranger plus de connaissances sur la partie architecture, design d'intérieur, matériaux. Tu connais pas grand chose aujourd'hui quoi, t'es un peu novice quoi. Je suis novice. Clairement, je commence à connaître des choses parce qu'avec l'archi on échange beaucoup, mais par rapport à toi par exemple qui a déjà refait ta maison et ton appart, je suis un gros débutant. Donc c'est vraiment, ça va être... Je suis un vieux briscard. T'es un vieux briscard, exactement. Non mais la manière... Moi je te parle de fausse sceptique quand tu veux quoi. Moi le tuyau de sang il a plus aucun secret pour moi. Hier soir Arthur m'a envoyé le lien d'une cuve de récupération d'eau de 10 000 litres. Ah bah voilà, on parle de... Là on discute des trucs sérieux. Là on est dans le dur. Et donc, le WC suspendu, avec ou sans bride. Oh mon Dieu. Mais non mais du coup je vais découvrir tout ça et en fait c'est hyper cool parce que du coup ça veut dire que la manière dont je vais raconter de la manière d'un mec qui découvre. Ouais. Tu t'apprends en marchant, quoi. J'apprends en marchant. Et du coup, les gens qui me suivent, qui connaissent pas, ils vont découvrir en même temps que moi. Donc c'est trop bien parce que je vais le raconter de la bonne manière. T'as pas de syndrome de l'imposteur dans ces cas-là ? Non. Non, parce que je me considère pas comme un professionnel du truc. Ouais. Donc en fait, je suis pas en train d'essayer de raconter... Je suis pas en train d'essayer de dire que je suis l'expert sur... tous les matériaux bois qui existent dans la construction. Pas du tout. Au contraire. Tu vas humblement. Ouais, je vais découvrir. C'est-à-dire que quand je vais rencontrer mon fournisseur de bois qui va me présenter tous les bois, ça veut dire que je vais pouvoir faire mon choix dans le style de bois que j'aime et dire pourquoi j'ai choisi ce bois-là et pas un autre, par exemple. Ok. Et le constructeur pourra te dire ce bois-là il est mieux que celui-là parce que pour telle raison, machin truc. Et les gens apprendront grâce à ça. Je me sers des intervenants extérieurs pour en apprendre plus. Comme j'ai fait avec la voiture en fait. Les mecs du garage m'ont appris à faire de la mécanique et à connaître ma voiture. Quand t'as commencé la rénovation, t'étais... Ouais, je savais faire les niveaux d'huile et la pression des pneus, quoi. Et puis, tu savais... remettre du lave-glace. Mais voilà, tu t'y connais en voiture, tu t'y connais en motorisation, mais il y a un gap entre connaître une voiture... On va dire c'est un 3 litres 2 et démonter un 3 litres 2, quoi. Et savoir mettre les mains dedans. Il y a 3 ans, quand ma voiture elle a un problème d'allumage, j'aurais pas su faire quoi que ce soit que d'appeler la dépanneuse pour faire en sorte qu'elle redémarre. Aujourd'hui, je sors mon tournevis, je démonte la tête de Delco,
je sèche à l'intérieur s'il y a de l'eau, j'y vais gaiement, je refous tout dessus et je repars, tu vois. Il y a 3 ans, j'aurais été incapable de faire ça. Ouais. Mais c'est ça qui est hyper cool. Et comment tu te vois 1, 2, 3. Et comment tu te vois vieillir avec l'influence? Bon, comme je le fais depuis 6 ans déjà. Ouais. Je me vois pas vieillir en fait. Enfin, on se voit pas vieillir, tu vois. Genre, tu fais Non, pas mais gaffe, comment tu... Est-ce que tu crois que c'est pas un métier de jeune? Sur certains sujets, oui. Ouais. Sur d'autres, non. Quand tu construis une maison, Ouais, non, c'est tu construis pas ta maison à 20... Enfin, il y a peu de gens qui construisent leur maison à 22 ans, tu vois. Donc en fait... mais l'image que tu as de toi, tu vois, que tu postes sur les réseaux, tu penses qu'elle résistera au passage du temps? J'espère, je sais pas, on verra. Franchement, c'est une question que je me pose pas. Ouais. Ouais, non, ça me fait pas plus peur que ça. Les cheveux blancs ne te font les pas gens, peur. non, et puis même, tu vois, les gens qui suivent sur Insta, déjà globalement, ils ont notre âge. Ouais, Donc en fait, ils vieillissent en même temps que nous. Ils suivent, ouais, c'est vrai. Et on a peu de gens de 16 à 24 ans dans nos communautés. J'ai regardé justement, j'ai regardé hier et j'ai 7%. Tu vois? Bon, ouais, ça fait pas beaucoup. De 17-24. Non, le dur, il est 25. Il va falloir que tu ailles chercher du 17-24, Arnaud, si tu veux te renouveler. Hein. Let's go. Suivez-moi sur TikTok, @verygoodlord. Et ça va danser, hein, je peux te dire. Ouais, que ça là... va y aller. Hein. Et ça fait décorer. On va faire décorer, là, c'est parti. Et non, mais du coup, non, je me pose pas trop la question. Parce que les gens qui me suivent ont mon âge. Ils ont les mêmes centres d'intérêt que moi. Donc... Et surtout, je m'en fous un peu du chiffre. Enfin, tu vois, du nombre de personnes qui me suivent. Aujourd'hui, je suis à 65K sur Insta. Je m'en fous d'atteindre les 100 000, c'est pas un objectif. Parce que les 65 000 qui me suivent, c'est des gens qui me suivent depuis longtemps et qui me suivent parce que je parle des sujets qu'ils aiment. Ouais. J'ai pas besoin d'avoir 100 000, je m'en fous. C'est quoi le métier que t'aimerais faire si tu faisais pas ça? Oh, c'est hyper dur. Le métier que j'aimerais faire si je faisais pas ça, je pense que je serais dans la pub encore. Non, un truc qui te fait rêver? Y a pas un truc... pilote de course. Ouais. J'aurais aimé vivre de ma passion pour un des sports, tu vois. Genre, ou bosser. On aurait quand même fait une bonne team chez Alpine. Hein. Ouais, on aurait fait une bonne team chez Alpine. Oh là là, on aurait été bien. Arnaud et Nico, ça tac, c'est pas mal. Exactement, la team du centre, de la région centre. Bon, Alpine, appelez-nous. N'hésitez pas à nous contacter. Moi, je suis prêt à faire des pompes, il n'y a pas de problème. Non, ouais. Et à mettre des petits gilets de glace. Ouais, genre pilote. Ouais. C'est vraiment un truc que j'aurais aimé. Mais bon. Ça a été. Attends, c'est le premier épisode? Ouais, c'est Paul Lou qui est passé. Oui, qui est passé sur le. Oui, exactement. Qui est passé au mic. C'est ça. Non, mais ça, c'est un truc qui aurait pu. Et t'as pas de regret de... Non, bah non, je te l'ai déjà posé comme question, mais encore une fois... Non. Bah, en plus, surtout sur le pilotage, j'en ai jamais fait. Ouais, après ça. Enfin, tu vois, genre, je faisais du karting d'endurance avec mon père, mais des courses non officielles. Et parce que, déjà, j'ai une grande sœur et un petit frère, donc il y a 3 enfants. Mes parents pouvaient pas me faire de l'escrime tous les jours, du karting en plus, enfin, du sport auto en plus. C'était pas possible, il en faut pour tout le monde, tu vois. C'est beaucoup. Déjà, quand j'étais petit, je voulais faire de l'escrime et du foot en même temps. Mes parents n'ont jamais voulu que je fasse les deux. Tu vois? Ouais, ça multiplie les chances de se faire les croisés, quoi. Moi, je trouvais aussi. Et à l'époque, ça leur a pas plu. Ils avaient peur de ça. Ouais. Écoute, Nico, merci pour cet entretien. Merci à toi de m'avoir reçu sur le podcast. Je te recrute. Et bah écoute, grand plaisir. Dans mon équipe. J'ai une dernière question que je pose à tout le monde et j'aime bien prendre les gens au dépourvu avec cette question. Qui est-ce que tu aimerais recevoir à ta place? Qui est-ce que tu aimerais écouter ici, là, au micro, en français et en vivant? En français et en vivant sur Radio parce qu'au début, j'ai posé cette question. J'ai toujours posé cette question depuis le début. Là, on est à la 3e saison. Ouais. Et même si les saisons n'ont pas été très suivies avec le Covid et tout, ça m'a un peu cassé. Mais ouais, je posais la question et les gens me disaient ouais, j'aimerais bien entendre ça. Ouais, enfin attends, il est mort donc. Steve McQueen. Ouais, c'est ça. J'aimerais bien discuter avec Steve McQueen. Eh ben, team principal d'une écurie de F1. Ah ouais, Laurent Rossi. Ouais, par exemple. Faut que je le croise chez le coiffeur en plus. Ah, je sais, c'est pour ça que je dis ça. Je pourrais lui demander. Hein. Ou Fred Vasseur. Ce serait beau. Imagine. Ce serait fantastique. Et le truc. Bah oui. Et tu passes 1h30 à te marrer. Hein.
C'est blague Je sur pense blague que sur je- blague je sur pense blague. que tu passes un hyper bon moment. Ah ouais. Enfin, même avec Laurent Rossi, je suis sûr que Ouais, tu vois, ouais, je pense. clairement, je pense que t'apprends pas mal de choses avec ces gens-là. Ouais. Fred Vasseur, il a quand même un humour Ah, c'est ton défi. incroyable. Bon bah allez. Qu'est-ce que ah si, alors l'invité d'avant, Ouais. qui est Alexandre Léger, l'expert en horlogerie, m'a mis au défi d'interviewer Beaver, Ouais. Dufour et François-Paul Journe en même temps. Oh là 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 là. Ah, t'imagines le défi. Alors déjà, les Incroyable. avoir un par un, ça serait déjà pas mal, mais alors en même temps, Ouais, c'est compliqué. ça serait compliqué. Et, Faut que tu profites du Watches and Wonders. ouais, c'est ça, ils sont peut-être là-bas. Profites-en. Ouais, c'est ça. Franchement, ce serait fou. Ouais, c'est incroyable. Bon, écoute, merci Nico. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. C'était un plaisir d'être dans vos oreilles pendant un peu plus d'1 heure et demie. J'espère que l'épisode vous a plu. Si toutefois l'épisode vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à mettre des petits pouces partout où vous trouvez que vous pouvez mettre des petits pouces, des petits cœurs, ou que vous écoutiez sur Spotify, sur Apple Podcast, sur SoundCloud, voilà, je ne sais pas où vous écoutez, dans votre voiture ou dans votre bain. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Radio VG. À très bientôt. Au revoir. Ciao.